Alors jusqu'à la fin de la matinée, nous allons avoir une séquence de travail sur les enjeux du numérique vis-à-vis de la santé et du bien-être des animaux. Et donc c'est Nicolas Fortanet, vous l'avez vu tout à l'heure, il a posé une question qui va introduire cette séquence. Nicolas Fortanet est sociologue à l'INRA et il est rattaché à l'université de Paris-Dauphine. Et il travaille plus particulièrement les questions de politique publique de santé animale et également les questions de régulation des médicaments vétérinaires. Et il a mené de nombreux travaux, bien sûr, et actuellement, il travaille sur la question de l'antibiorésistance, qui est une question de santé publique très, très importante. Alors, il va nous expliquer, dans un premier temps, en quoi la production de données est utile, nécessaire pour les productions animales, tant en matière de santé, mais aussi pour des enjeux économiques. Mais il va lui aussi nous interroger ou s'interroger sur ce que le numérique change pour les éleveurs, pour les professionnels de la santé et également pour les consommateurs. Monsieur Fortanet. Merci beaucoup pour cette introduction et merci aussi pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc effectivement, et puis je suis ravi d'intervenir aussi après mon prédécesseur et même l'introduction également de Bertie, puisque un certain nombre de questions en fait ont déjà été brossées, dressées, et on voit bien que cette question des outils numériques, des pratiques digitales, etc., en agriculture est extrêmement vaste, touche à de nombreux domaines, des questions de définition, de frontières entre ces pratiques et d'autres sont évidemment à poser, et également en partir sur leurs effets. Et donc vous imaginez bien que je vais essayer de poursuivre un petit peu la réflexion sur un sujet un petit peu plus précis, qui est celui de la santé animale. Mais évidemment, il est probable que je n'adresse pas encore l'ensemble des questions, des enjeux et des controverses que ces thématiques soulèvent. Et c'est pour ça que mon intervention est surtout une introduction à cette table ronde qui va suivre et qui permettra, j'en suis sûr, de répondre à des questions d'autant plus précises, d'autant plus concrètes sur cette question de que font les outils, les données, les dispositifs numériques à la santé animale. Alors, d'autant plus que, un petit peu à l'inverse de l'intervenant précédent, qui était un spécialiste d'une certaine manière des questions numériques, mais pas de l'agriculture, moi c'est un petit peu l'inverse. Je suis spécialiste des questions de santé animale, mais pas vraiment de la question des pratiques numériques, mais justement je vais essayer d'utiliser mon travail et les travaux d'un certain nombre de collègues spécialistes de la santé animale pour essayer de réfléchir à comment interroger ces questions de pratiques et de dispositifs numériques. Donc effectivement, très rapidement, mais les sciences sociales de la santé animale, si vous ne le savez pas, sont un champ de recherche extrêmement jeune, qui a pas plus d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, a fortiori en France, ce qui est un petit peu différent dans d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, mais je ne m'étonnerai pas là-dessus. Et c'est un champ de recherche qui est extrêmement diversifié sur les questions qu'il pose. Il s'intéresse à la fois à la question des savoirs et des pratiques de la santé en élevage, donc en particulier le travail des éleveurs, etc., le rapport à l'animal, la question des dynamiques professionnelles et organisationnelles. Je pense ici aux transformations de la médecine vétérinaire, à la transformation du métier de technicien d'élevage, etc. Évidemment, tous les enjeux techniques et marchands, une vision sur la question des filières, des industries agroalimentaires, de la distribution, sont aussi essentiels en lien avec la santé animale. Et enfin, des questions, d'ailleurs, sur lesquels je travaille aussi personnellement, comme ça a été dit en introduction, d'action publique et de régulation en termes de politique publique de santé animale. D'un autre côté, on a quoi ? On a ces sciences sociales, des infrastructures numériques et des pratiques digitales, qui sont un champ de recherche qui s'est largement ouvert depuis aussi plusieurs années, qui pose également des questions et des enjeux extrêmement variés, tels que réseaux sociaux, big data, ou ce que font les pratiques numériques aux questions de santé, aux questions de sécurité, aux questions de citoyenneté, que sais-je encore. Donc avec un champ de problématiques extrêmement vaste, de la question du changement de pratique à la transformation des rapports de pouvoir, par exemple. Mais une des choses sur lesquelles je voudrais insister, et peut-être c'est aussi comme ça que je vais plus rentrer en fait par la question,
c'est le fait que pourquoi on s'intéresse à ces dispositifs ou ces infrastructures numériques, comme on s'y intéresse en tant que dispositif sociotechnique. Je ne rentre pas dans le détail des concepts sociologiques ici, mais effectivement, il y a une vieille question autour des objets sociotechniques, et je pense que, ou des dispositifs ou des réseaux sociotechniques, et je pense que la question du numérique, en fait, doit se greffer à toutes ces questions-là que la sociologie a développées depuis un bon moment. Mais une question qui est intéressante, c'est qu'on s'intéresse à ces objets-là pour essayer de comprendre sur quoi reposent ces infrastructures numériques et dans quelle mesure elles permettent une production d'un certain type de données. Parce qu'une des questions qui, à mon avis, est extrêmement importante et qu'il ne faut pas oublier, et du coup, j'avais prévu cette petite image pour illustrer ça, c'est-à-dire que on ne parle pas uniquement d'objets techniques ou numériques comme un GPS, comme une application, comme etc., pour suivre des animaux, pour automatiser des tâches et savoir ce que ça fait à l'éleveur ou éventuellement au vétérinaire, même si évidemment ce sont des questions extrêmement importantes. Mais il y a toute une infrastructure derrière qui font fonctionner ces dispositifs numériques ou ces objets numériques qui sont aussi à questionner et qui mettent en scène d'autres types d'acteurs, d'autres types d'enjeux que ceux qui sont peut-être les plus visibles, qui sont ceux des utilisateurs ou des usagers de ça. Et j'essaierai de soulever un petit peu ces questions-là. Donc effectivement, pour terminer cette introduction, l'entrée se fait par les outils, les dispositifs et les infrastructures numériques, mais elles servent à penser des choses beaucoup plus vastes, des pratiques aux professions, au marché et aux politiques publiques, et surtout en gardant bien en tête qu'il ne faut pas essayer de ne pas surestimer la nouveauté ou même la spécificité, encore une fois, de ces nouvelles pratiques, dites pratiques numériques, parce qu'elles renvoient bien souvent à des pratiques plus anciennes desquelles elles tirent des formes de corrélation. Et c'est pour ça que je m'étais permis d'utiliser cette petite image du Tamagotchi qui a aujourd'hui près de 25 ans, même si c'est certainement pas le premier objet technique en santé animale, mais tout simplement pour rappeler des formes de continuité qui peuvent exister entre des pratiques dont parfois on surestime la nouveauté et la spécificité. Donc mon premier point, ma première partie, oui, parce que du coup je vais essayer de développer ma réflexion à partir de deux questions, deux objets. D'abord les dispositifs de surveillance en santé animale, donc essayer de comprendre comment ces infrastructures fonctionnent, même si et c'est des infrastructures qui sont évidemment anciennes et qui aujourd'hui tendent à des formes aussi de numérisation et de digitalisation. Et mon deuxième point sera plutôt sur les dispositifs de traçabilité et de monitoring des pratiques sanitaires en élevage. Donc vous voyez que évidemment je vais éluder un certain nombre d'éléments qui ont été d'ailleurs abordés dans l'introduction précédente ou même l'introduction de Bertie un peu plus tôt sur toutes les questions autour de l'élevage de précision, mais je pense que c'est des points qui seront abordés dans la table ronde. Évidemment, la question des dispositifs de surveillance en santé animale est extrêmement intéressante parce qu'on est au cœur de ce que j'appelais les infrastructures numériques ou sociotechniques, c'est-à-dire qu'elles permettent de poser une réflexion sur ce que le développement d'objets techniques font à l'élevage, font à la médecine vétérinaire, font aux filières, font aux politiques publiques, à la société dans son ensemble, bien au-delà de simplement ce que les utilisateurs ont à faire, même si je reviendrai sur cette question-là. Et vous avez ce schéma assez classique aujourd'hui qui existe sous différentes formes. Là, j'ai repris sous une version d'un article de 2012, mais qui montre bien en fait cette dimension infrastructurelle de ce que sont les pratiques numériques. C'est-à-dire que effectivement, vous avez la strate, disons les deux premières strates où un animal ou un individu tombe malade. Ensuite, on appelle un médecin ou un vétérinaire, et ensuite on commence à mettre en place des dispositifs de prélèvement, d'analyse, de tests, mais tout ça remonte jusqu'à des utilisations en termes de politique publique à des niveaux nationaux et internationaux. Et je pense que vraiment, il y a cette question-là que pose le concept d'infrastructure numérique, c'est de comprendre comment toutes ces strates interagissent, et c'est à tous ces niveaux-là que se transforment éventuellement des pratiques sociales. Et évidemment, quand on arrive à ce niveau de complexité dans la réflexion, on va d'autant plus se rendre compte que les acteurs qui interviennent à ces différentes couches ou strates de fonctionnement des infrastructures numériques n'ont pas nécessairement les mêmes visions, les mêmes intérêts ou ne posent pas les mêmes finalités dans les usages qu'ils font de ces dispositifs numériques. Donc, un premier exemple ici, à partir d'un travail de travaux que j'ai pu mener, puisque, comme il a été rappelé, beaucoup
beaucoup de mes travaux touchent autour de la question des usages d'antibiotiques, de l'antibiorésistance, etc. en santé animale et en médecine vétérinaire. Un certain nombre de mes exemples vont venir de là. Mais pour avoir un petit peu travaillé notamment sur le dispositif de surveillance des bactéries résistantes d'origine animale, où on montrait très bien que, en fait, rien qu'un dispositif comme celui-là avait différentes finalités, différents sens pour les acteurs qui étaient impliqués, au moins 3 à 4 types d'acteurs. Le microbiologiste qui va recevoir les prélèvements par des antibiogrammes, etc., et qui va s'intéresser aux mécanismes de résistance d'une bactérie, va être mu d'une certaine manière par des finalités, par des objectifs qui sont relativement différents des autres acteurs, et qui sont en particulier des intérêts de type académique, de type scientifique, et qui vont faire que c'est là que j'utilise la notion notamment d'ontologie, mais la bactérie résistante n'est pas, sa bactérie résistante n'est pas la même que la bactérie résistante, par exemple, de l'épidémiologiste, qui va intervenir à un autre niveau de l'infrastructure que représente le dispositif de surveillance, pour qui, notamment, la bactérie n'existe pas, c'est plutôt les bactéries au pluriel, c'est plutôt des approches de type populationnel, et où on voit, même si je ne rentre pas ici dans les détails, mais que la définition même de ce qu'est une bactérie résistante n'est pas la même pour un microbiologiste, qui va être d'ailleurs intéressé pour des questions à la fois de type biomédical, mais aussi de type clinique, c'est-à-dire comment une bactérie réagit ou pas à un antibiotique, alors qu'à l'échelle populationnelle de l'épidémiologiste, et ça, si j'imagine qu'il y a des spécialistes dans la salle qui vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi, mais les seuils de résistance sont fixés de manière extrêmement différente. Et tout ça pour vous dire que, voilà, encore une fois, la façon dont le dispositif permet à ces acteurs de s'en saisir fait varier d'une certaine manière les objets que le dispositif permet de capter, en l'occurrence ici des bactéries. Et c'est d'autant plus intéressant quand on va juste au niveau presque inférieur de l'infrastructure, où on s'intéresse à la façon dont des vétérinaires ou des éleveurs participent à ces dispositifs de surveillance, c'est-à-dire comment on repère des animaux malades, comment on détermine pourquoi ils sont malades, comment on décide ou pas de faire recours à un professionnel de santé, en l'occurrence un vétérinaire, qui va, dans certaines mesures, apporter un savoir d'une autre nature, un savoir de type expert, d'une certaine façon, qui ne va pas forcément être le même que celui de l'éleveur. Je reviendrai un peu plus loin là-dessus à partir d'un autre exemple, mais où on voit bien que définir et même collecter une bactérie qui va servir, qui va être une sorte d'objet technique qui va alimenter l'infrastructure numérique de la surveillance, va être fait en fonction d'objectifs et de finalités qui diffèrent à la base de celles du microbiologiste ou de l'épidémiologiste, voire même des pouvoirs publics qui au final vont utiliser les données que produisent ces infrastructures. Et ce qui est extrêmement intéressant de voir, c'est qu'entre toutes les strates que j'évoquais dans ma diapositive précédente, eh bien finalement on observe des formes d'ajustement et de traduction entre des savoirs et des pratiques qui sont extrêmement variées et qui peuvent conduire, même si je ne reviendrai pas là-dessus, non seulement à évidemment de la production de connaissances, c'est-à-dire on a des données, on a des résultats, on a des dispositifs qui permettent d'évaluer un certain nombre de risques ou un certain nombre de choses parce qu'on mesure des choses, mais en même temps, ces frictions, si je puis dire, qui existent entre les différents strates, tendent à produire aussi ou à laisser dans l'ombre un certain nombre d'éléments. Et j'avais mis cette slide, mais je ne vais pas m'arrêter dessus pour montrer la complexité de ce type de dispositif quand on essaie de les prendre dans leur globalité à partir d'une étude qu'on a faite là récemment avec une équipe de chercheurs du CIRAD. Donc là, c'est à propos des dispositifs de surveillance, certes de l'antibiorésistance, mais au Vietnam. Et on a essayé de cartographier en fait la complexité de ces infrastructures. Et vous voyez que moi, j'en ai listé trois ou quatre types d'acteurs précédemment. Mais quand on rentre au cœur, parce que là, en plus, on parle de l'antibiorésistance à la fois au niveau global, c'est-à-dire santé humaine, santé animale, on voit à nouveau la complexité, mais je n'ai pas le temps d'approfondir. Deuxième éventuellement élément, à partir d'une autre enquête qu'on avait faite avec des collègues de l'ANSES de Lyon, à partir du dispositif de surveillance de la brucellose bovine, et juste, non pas à partir de l'ensemble du dispositif, mais là, plutôt s'intéresser à l'échelle, aux premières strates, si vous voulez, de ce dispositif ou de cette infrastructure, c'est-à-dire celle qui concerne la collecte, le prélèvement, le reporting, d'une certaine manière, des événements sanitaires qui potentiellement pourraient montrer des formes d'émergence de la maladie qu'est la brucellose, et donc qui met essentiellement en scène l'éleveur et le vétérinaire et d'une certaine manière des réseaux de surveillance locaux. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est de voir qu'un événement aussi en apparence aussi simple, aussi anodin, voire aussi facilement
objectivable en apparence qu'est l'avortement d'une vache, qui est l'événement sanitaire que ce dispositif nécessite de reporter. Donc parfois, même si on est sur un système de surveillance clinique, mais évidemment très rapidement on rentre dans des formes d'infrastructures numériques où les données sont transmises automatiquement, etc. On voit bien que quelque chose qui semblerait si objectivable, en fait, est le résultat et le produit de négociations, de contradictions, de formes d'accords qui doivent être trouvés entre différents acteurs pour dire oui, on est face à un avortement qui rentre dans la catégorie de l'événement sanitaire que le dispositif de surveillance nous demande de surveiller, donc on va faire rentrer dans toute l'infrastructure numérique, ou alors non, au contraire, finalement, c'est un événement de type sanitaire d'un autre type et on ne va pas le reporter. Et quand on a fait des séries d'entretiens avec les éleveurs, avec les vétérinaires, aussi avec les groupements de défense sanitaire, on voyait bien ces contradictions entre les différents acteurs, c'est-à-dire qui évidemment sont mus pour différentes raisons, c'est-à-dire que reporter un événement sanitaire de ce type pour un éleveur, ça va avoir des conséquences économiques parce qu'il y a des risques de fermeture de son élevage ou de mise en quarantaine. Un vétérinaire, c'est ce que je dis dans mon deuxième point, il est lié, il a des enjeux, des formes de contradiction qui sont liées au fait qu'il recouvre plusieurs casquettes dans ce type de dispositif, à la fois celle du vétérinaire sanitaire et celle du vétérinaire libéral ou clinicien, qui est tout simplement dans sa relation avec son client. Et on voit bien que, voilà, encore une fois, des formes de traduction, de négociation entre différents types d'intérêts, différents types de visions et différents rôles entre complètement en ligne de compte dans la manière dont, simplement, on alimente nos infrastructures numériques, nos dispositifs sociotechniques qui produisent ces données. Et je pense qu'une des questions, c'est évidemment pas la seule, mais que les sciences sociales et d'autres doivent absolument adresser, c'est cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce que finalement ces dispositifs numériques ou sociotechniques permettent de montrer, et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ignorent. Et ça, on peut uniquement le faire à partir de ce type, à mon avis, de réflexion. Et évidemment, moi je passe, mais on voyait bien que pour résoudre ce type de contradictions, ça amenait à transformer certains types de pratiques pour trouver des terrains d'entente, c'est-à-dire accepter de faire la visite d'élevage à des moments qui n'étaient pas ceux qui étaient prévus, ou laisser les vaches en pâture à des moments qui n'étaient pas forcément ceux qui au départ étaient prévus, etc. Et même à repenser d'une certaine manière son métier, dans la mesure où notre métier doit aussi contribuer à, ici, la production de données de surveillance sanitaire. Je passe, c'est en particulier c'est les résultats de l'étude dont je vous parle qui rentrent un petit peu plus dans le détail sur les contraintes et les types de raisonnements que peuvent être développés à la fois par le vétérinaire et par le sanitaire et l'éleveur, excusez-moi, pour choisir de reporter ou de ne pas reporter un événement sanitaire. Mais encore une fois, je suis mon chronomètre et je ne m'éternise pas là-dessus. Mon deuxième point, d'une certaine manière, c'est de revenir sur quelque chose qui peut paraître un petit peu similaire, mais qui permet de développer aussi d'autres types de questions. C'est-à-dire les dispositifs, non pas directement de surveillance des maladies, mais cette fois plutôt de traçabilité et de monitoring des pratiques sanitaires. Là encore, un petit peu comme la surveillance, on est face encore une fois à des pratiques et des dispositifs qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont en partie transformés par la numérisation du monde, ou en tout cas celle-ci pose un certain nombre de nouveaux enjeux. Des enjeux qui d'ailleurs ont été soulevés dans les interventions précédentes et sur lesquelles je vais essayer de rapidement revenir à partir de quelques exemples. Comment évolue le processus de décision, en particulier le processus de décision médicale ou vétérinaire, c'est-à-dire le diagnostic, la prescription, etc. Comment ces dispositifs ou ces outils modifient le rapport à l'animal et les conceptions même de la santé animale, même si là je ne reviendrai peut-être pas là-dessus, mais je le dis très rapidement, on avait fait une étude notamment sur l'introduction de dispositifs qui permettent je le passe rapidement, mais de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage dans le secteur porcin. Et on avait montré que ces outils techniques qui étaient utilisés, comme des pompes doseuses par exemple, ou des formes de dispositifs qui permettent de mesurer la présence de résidus, etc. dans l'eau, oblige les éleveurs à des formes d'apprentissage et de transformation de pratique qui se jouent à plusieurs niveaux, que ce soit d'ailleurs d'abord à un niveau technique qui permette de maîtriser l'outil, mais aussi à un niveau cognitif, c'est-à-dire il faut repenser sa conception de la santé des animaux, pour éventuellement tendre vers des approches plus préventives, des approches plus populationnelles plutôt qu'individuelles, et enfin un troisième niveau de type organisationnel. Ces outils et ces dispositifs techniques obligent à repenser l'organisation des tâches, les formes de coopération entre les différents acteurs qui interviennent sur l'élevage et donc permettent de développer des nouvelles formes de travail.
Le deuxième point sur lequel je reviendrai peut-être plus rapidement, mais c'est ces controverses au niveau évidemment sociétal qui existent au niveau de ces dispositifs numériques. Elles posent des grandes questions. Est-ce qu'elles encouragent davantage des formes de contrôle des pratiques en élevage ou des pratiques vétérinaires, ou un accompagnement vers des transitions, mais en permettant que des formes d'autonomie soient maintenues? Première grande question. Et deuxième grande question, celle qui oppose d'une certaine manière la question de la confidentialité versus la transparence des données, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça. Et on fait ça, évidemment, on collecte des données pour différentes raisons, à la fois le public, le consommateur, enjeu de transparence, mais on a aussi les acteurs privés, les industries agroalimentaires, les coopératives, les éleveurs eux-mêmes, qui collectent ces données-là pour développer ou transformer leur travail. Et à ce niveau d'utilisation des données, la confidentialité reste de mise. Donc on a cette tension extrêmement intéressante à étudier, à mon avis, là-dessus. Il faudrait arriver à la conclusion de votre propos. Merci. J'y arrive rapidement. Les deux exemples que je voulais développer, donc du coup, le premier, ça avait été la question de la prescription des antibiotiques d'importance critique suite à un décret dans le cadre du plan éco-antibio qui oblige désormais à réaliser des tests d'antibiogrammes avant de prescrire ça. Et on voit bien que, encore une fois, ce type de dispositif sociotechnique qui alimente d'ailleurs les dispositifs de surveillance dont je parlais plus tôt, ont des effets extrêmement intéressants. D'abord, réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage, mais aussi, et même si je vais devoir accélérer un petit peu, changer d'une certaine manière les fondements de la décision médicale, en particulier du diagnostic, puisque des outils techniques interviennent directement là-dedans, et évidemment aussi faire évoluer les rapports entre éleveurs et vétérinaires, puisque ce nouvel outil technique, enfin qui n'est pas un nouvel outil, mais qui a été promu et dont l'utilisation s'est développée, a obligé la relation de type, d'ailleurs, enfin, de clientèle, mais donc aussi de nature contractuelle, etc., à évoluer entre les éleveurs et les vétérinaires. Et rapidement ici, pour vous montrer la complexité et la richesse d'une certaine manière des facteurs que l'introduction d'un nouvel outil sociotechnique peut changer d'une certaine manière dans les pratiques ici médicales, vétérinaires, on voit bien qu'on a différents groupes de facteurs qui sont en ligne de cause et qui concernent à la fois évidemment des questions de type clinique, médical, mais on a également évidemment le rôle et les postures professionnelles du vétérinaire, celles aussi de l'éleveur et de son client, le rapport à l'animal et également des questions de politique publique qui interviennent. Je termine sur mon dernier exemple parce que je pense qu'on y reviendra au cours de la journée, là qui n'est pas directement lié à mes propres travaux, mais j'ai notamment un certain nombre de collègues en Angleterre qui développent des choses relativement intéressantes sur ce point-là. C'est qu'est-ce que la production de données sur un certain nombre de pratiques sanitaires ou même relatives au bien-être en élevage font à l'échelle des filières de production et des consommateurs. C'est l'exemple, encore une fois, aussi du développement des filières dites sans antibiotiques, extrêmement intéressant. Donc rapidement, il nous montre que les dispositifs numériques sont d'abord des dispositifs métrologiques, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui mesurent. Et quand on mesure, on définit. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est de voir qu'on est face à une variété en fait, de filières qui se développent avec des protocoles et des dispositifs de type métrologique qui ne sont pas exactement les mêmes. Et on aboutit à des produits au niveau du consommateur qui vont être labellisés d'une manière relativement identique, mais dont la qualité intrinsèque, parce qu'ils sont mesurés, donc définis différemment, ne signifie pas la même chose. Et d'autant plus quand on raisonne à un niveau international, quand on compare par exemple l'Europe aux États-Unis ou qu'on fait des comparaisons inter-pays européens, on voit bien que ce qu'on appelle aujourd'hui le antibiotic free ne veut pas dire la même chose partout et tout le temps. Et cette variété dans la définition, elle est en partie due à la façon dont fonctionnent les infrastructures et les dispositifs sociotechniques et numériques qui permettent de faire exister ce type de produits qui sont donc des dispositifs de traçabilité et de monitoring. Deuxièmement, j'accélère, mais autre élément extrêmement intéressant ici, c'est de voir que ces dispositifs ils favorisent l'émergence de communautés de pratiques. Et des communautés de pratiques au sens de clusters de pratiques qui vont voir que des éleveurs et des vétérinaires vont travailler de manière relativement différente dans des espaces donnés. Parce que ces dispositifs qui sont mis en place sont essentiellement des dispositifs qui sont initiés par des acteurs privés, par en particulier des distributeurs, type Asda, Tesco, Marks & Spencer, puisque je parle ici encore une fois du Royaume-Uni. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils vont
favoriser la transformation des formes d'usage d'antibiotiques de manière relativement variée selon les endroits, parce qu'en fonction des cahiers des charges ou en fonction des infrastructures numériques qui favorisent la mesure d'une certaine manière des usages d'antibiotiques, ils sont tous relativement différents entre les opérateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument questionner et qui répond qui interroge aussi cette question que j'ai adressée tout à l'heure à mon prédécesseur sur la tension entre standardisation ou individualisation, spécification des pratiques que ces dispositifs favorisent. Et comme il parlait non plus de médecine personnalisée, mais de médecine stratifiée, je pense qu'on le voit assez clairement avec ce type de dispositif. Et enfin, je termine sur le fait que ces dispositifs sont des dispositifs de commodification, c'est-à-dire qu'ils permettent de produire des biens de nature marchande qui répondent à des enjeux de consommation. Et on le voit de manière très rapide là sur un autre exemple qui concerne notamment les normes et le développement des produits avec des normes de bien-être animal, où on voit bien que c'est encore une fois des études qui ont eu lieu en Angleterre, en fonction des types de supermarchés qui mettaient en place ces normes. Les poulets, les happy chicken, comme on les appelle en Angleterre, se sont largement développés ces dernières années. Donc j'en termine rapidement puisqu'il est temps, et je m'excuse d'abord d'avoir un petit peu dépassé. J'espère vous avoir montré qu'on est face à un enjeu de long terme qu'il va falloir questionner de manière pérenne, puisqu'il engage des transformations dont on n'a certainement pas fini d'observer, qu'il faut absolument mettre tout ça en relation avec les autres facettes de l'élevage et de la santé animale. Et évidemment, il y a des questions que j'ai laissées en suspens ici, qui vont peut-être être abordées au cours de cette journée. La question de la formation professionnelle, l'élevage de précision, et évidemment cette tension, même si j'en ai rapidement parlé, entre automatisation et standardisation contre diversification des modèles de production et des systèmes agroalimentaires. Et la dernière petite image qui était là, qui est issue tirée d'une campagne en faveur de la réduction des usages d'antibiotiques de l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, montre bien qu'on a, via nos dispositifs sociotechniques qui permettent de réduire les usages d'antibiotiques, différents choix, différents chemins qui peuvent s'ouvrir en termes de modèles de transition. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette tension entre standardisation et diversification. Je m'arrête là, je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas Fortanet, on peut l'applaudir. Merci. Vous venez nous rejoindre ici, et évidemment vous aurez l'occasion de poursuivre vos propos sur d'autres sujets et en fonction de ce que vous entendrez dans cette table ronde. Les demandes des consommateurs, les demandes sociétales sont de plus en plus poussées pour connaître les modes de production de façon assez fine, pour connaître les interventions sanitaires, pour connaître l'origine des produits ou encore les conditions de bien-être. Le numérique, évidemment, à l'évidence, va permettre d'apporter un certain nombre de réponses à ces demandes et à ces questions, mais un certain nombre de questions restent en suspens, questions qui ont été déjà abordées depuis ce matin. Et donc, ça sera l'objet de notre table ronde. Dans un premier temps, nous interrogerons sur la question des données. Où sont ces données? Qui les produit? Sont-elles fiables, suffisantes, bien gérées? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Ensuite, nous verrons en quoi le numérique peut influencer les relations entre éleveur animal ou entre vétérinaire éleveur animal. Ça a été abordé à l'instant et nous y reviendrons. Et pour finir, nous vérifierons si le numérique est la bonne réponse finalement aux attentes du consommateur et de la société, bien sûr avec une diversité de demandes et d'approches sociétales tout à fait importantes. Alors pour répondre à nos questions, donc Nicolas Fortanet qui nous rejoint et qui peut se permettre d'intervenir à tout moment et que j'interrogerai peut-être en fin de chaque partie pour qu'il nous dise ses réflexions complémentaires. Christophe Sablé, qui est éleveur laitier en Loire-Atlantique. Bertie, tout à l'heure, à la fin de son introduction, a dit « il faut écouter les éleveurs ». Donc vous êtes là, on va vous écouter, Christophe. Vous êtes également membre de chambre et responsable de la commission élevage à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, au niveau régional. Et puis, à ce titre, vous êtes également président de la ferme expérimentale de Derval, qui va sûrement alimenter vos propos. Claire Manoli, qui est enseignante-chercheur à l'ESA,
et qui est responsable de l'unité de recherche sur les systèmes d'élevage. Et vous travaillez un peu particulièrement sur la diversité des systèmes d'élevage. Et vous allez nous apporter un regard peut-être un peu différent, mais tout à fait intéressant sur vos travaux et vos recherches. Guillaume Hardillon, vous êtes directeur digital chez Terrena, la grande coopérative de la région. Et vous avez, depuis quelques années, pensé et mis en œuvre la transformation digitale de Terrena, et vous allez nous expliquer comment tout au long des filières vous avez réfléchi à tout ça. Ça sera également intéressant d'avoir cette approche filière. Et puis deux vétérinaires, Monsieur Doma, Patrice Doma, qui est le dirigeant de l'entreprise Pronosia, qui a développé un outil d'aide au diagnostic pour les vétérinaires, et vous nous présenterez cette initiative qui est également intéressante. Enfin, Denis Avignon, autre vétérinaire praticien, mais vous êtes également vice-président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, et vous êtes en charge et passionné également par les questions de transition numérique et de transformation numérique du métier des vétérinaires, et vous nous expliquerez un peu votre point de vue. Voilà. Merci à vous tous d'être là. Alors pour commencer, il faut écouter les éleveurs. Donc Christophe, vous prenez le micro et puis vous allez peut-être nous dire finalement au niveau des données disponibles dans les élevages, qu'est-ce qui est numérisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui va exister demain un peu plus, en termes de données qui peuvent être numérisées et ensuite donc utilisées. Alors, si on reste sur le domaine santé bien-être, il est vrai que le numérique est quelque chose qui commence à rentrer dans les exploitations, qui est loin de couvrir 100% des exploitations, mais on est plutôt sur un impact. Ça évolue parce que les outils qui sont à disposition des agriculteurs évoluent aussi, sont de plus en plus numérisés. Si on parle de si on parle de ce qui est réglementaire, donc notamment au niveau du carnet sanitaire et l'enregistrement de tous les traitements qui sont faits aux animaux, les causes de ces traitements-là et comment c'est fait. On était plutôt sur aujourd'hui 85% papier encore, très peu numérisé, mais des nouveaux outils arrivent sur le marché et sont beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus faciles d'utilisation. Donc c'est en train de se développer. C'est en train de se développer, et ce qui fait qu'on va avoir demain la capacité, à travers ces outils-là, d'avoir des bases de données plus grandes, tant sur l'observation des animaux. Je vois tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui autour des boiteries au niveau de l'élevage bovin, sur notamment le problème de la maladie de Montalaro. Et puis aussi tout ce qui peut être utilisé, comment c'est utilisé au niveau des traitements et pourquoi c'est utilisé à travers le numérique, et donc qui seront demain stockés, ou qui sont déjà stockés dans des bases de données. Et sur les questions de bien-être ? Alors, sur les questions de bien-être... Liées aux questions de bien-être ? Liées aux questions de bien-être, on est beaucoup plus avancé aujourd'hui, notamment autour des élevages spécialisés, notamment sur l'ambiance des bâtiments dans les élevages spécialisés, autour de... Spécialisés, donc porc-volaille. Porc-volaille principalement, c'est-à-dire que les élevages qui se font plutôt granivores et plutôt en bâtiment fermé ou ouvert sur un certain moment de l'année ou de la journée. Donc là, on est plutôt dans des capteurs d'ambiance. On est dans des capteurs d'ambiance pour faire de la prévention et rester dans des conditions optimum de production pour l'élevage, tant au niveau hygrométrie, température, ventilation, avec la surveillance au quotidien de l'alimentation, de la quantité ingérée, tant en eau qu'en aliments, ce qui donne une vision globale de ce qui peut se produire dans l'atelier. Et donc là, oui, il y a des données qui au niveau des ruminants, parce qu'on est plus à l'animal, là, du coup ? Alors, au niveau des ruminants, se développent aujourd'hui des outils sur le déplacement de l'animal, sur la rumination, on espère demain sur un suivi régulier de la température de l'animal. Tout ça pour être bien en amont des problématiques, parce qu'on sait qu'une maladie se déclenche, mais il y a des symptômes en amont, et donc c'est bien comment on fait pour capitaliser sur ces symptômes, pour qu'on puisse rapidement intervenir, et plus on intervient tôt, et moins on a besoin, grosso modo, d'intervenir de façon... Et dans les fermes expérimentales, vous avez des
des outils qui ne sont pas tout à fait encore développés dans les élevages, mais qui sont en train d'être testés? Oui, on développe tout ce genre de collier sur les bovins, et avec un outil supplémentaire où on va regarder un peu le stress de l'animal, c'est-à-dire que voir s'il y a des colliers qui sont capables de mesurer le stress de l'animal et voir les conséquences que peut avoir un animal stressé. Donc, sur indicateur de bien-être, enfin, qui peut servir comme indicateur de bien-être, sachant qu'on a aussi beaucoup d'indicateurs au niveau de l'analyse fine du lait, de façon régulière, avec des outils qui existent mais qui sont coûteux. Donc l'expérimentation sert aussi à ça, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes mais qu'il ne faut pas faire dans les exploitations parce que ça peut ruiner l'agriculteur. Monsieur Doma, peut-être pour prolonger d'où viennent les données, donc on parlera dans la deuxième partie de votre outil d'aide de diagnostic, mais pour le construire, il a fallu que vous mettiez en relation une quantité importante de données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent les données qui vous ont servi à développer votre outil? Avant les données, je dirais que derrière, il y a 13 000 heures de travail pour finaliser ce produit qui est commercialisé pour les chats ou chiens et qui est en développement pour les ruminants. Les données, elles viennent essentiellement de deux provenances. Des données biographiques, il ne faut pas oublier la production des entrepreneurs de la connaissance que sont les chercheurs. Et elles viennent également de l'animal. Alors pour la bibliographie, vous avez fait comment? Vous avez numérisé tout ça? On a numérisé, et je le dirai 3-4 fois. Les données, vous pouvez faire du big data. Moi, je préfère faire du smart data. Parce que vous pouvez mettre beaucoup, et on s'aperçoit avec, je pense, pas mal de recul que la qualité prévaut sur la quantité. Donc je dirais, premier point, attention à la source, à la qualification. Et cette qualification des données, certes, il y a des outils... ça veut dire qu'il y a des personnes qui la font, cette qualification. Oui. Et dans toutes les étapes de la qualification de l'outil diagnostic dont je vous parle, qui est un outil d'orientation, il ne donne pas un diagnostic, il oriente le vétérinaire. On a l'intervention de l'homme à tous les étages. Le numérique sert, mais il ne fait pas tout. Et depuis 3 ans que nous sommes sur ce dossier, je peux être relativement affirmatif sur ce point-là. Les données donc, viennent soit de la biographie, soit de l'animal. C'est des données cliniques, c'est des commémoratifs, c'est des conditions d'ambiance, et c'est par exemple des analyses biologiques. Tous ces données et les cas cliniques, justement, vous les récupérez comment? On les récupère via des praticiens qui sont... On a à peu près 350 vétos qui travaillent avec nous, soit en canine, soit en rural, donc médecine des animaux de production, soit des animaux de compagnie. Ces données sont triées, je le répète une fois en plus encore, avant d'être rentrées. Et une fois qu'elles sont rentrées dans l'outil, elles sont travaillées, bien entendu, et 3 points importants. Elles sont 1, sécurisées, 2, transportées de manière hachée, c'est-à-dire en petits blocs, et 3e point, qui n'est pas le moindre, elles sont stockées dans ce qu'on appelle un HDS, comme en médecine humaine, dans un hébergement de données sécurisées. Nous sommes obsédés par la sécurité. Après l'utilisation de ces données, donc destinées aux praticiens, on viendra à l'utilisation tout à l'heure. Mais j'en étais plutôt d'abord à la question de la constitution des données et de la sécurisation finalement, et de la fiabilisation des données. Les mots-clés, pour moi, c'est qualité avant quantité. C'est validation par des scientifiques. On travaille avec des vétos, des ingénieurs agro. Et c'est stockage dans des conditions sécurisées au moins équivalentes à ce qui se fait en médecine humaine. Et puis en interne, des personnes qui seront qualifiées pour pouvoir dire cette information est plus pertinente ou moins pertinente. Et si en interne on n'a pas les compétences suffisantes, on fait appel à 3 niveaux d'experts derrière. 1, 2, 3, plus c'est complexe. Donc il y a une gouvernance très précise. Peut-être, monsieur Avignon, vous pourriez compléter 350 vétérinaires partenaires. Mais il y a beaucoup plus de vétérinaires que ça. Est-ce que les autres vétérinaires produisent des données suffisamment ou pas? Alors, avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée d'avoir invité 2 vétérinaires. Parce que s'il est bien une profession qui est au centre à la fois de la santé animale, de la santé publique, mais aussi, on l'oublie un petit peu souvent, de la santé environnementale, c'est bien la profession vétérinaire. Alors, concernant les datas, il est clair que la profession vétérinaire
comme beaucoup de professions, est en train de prendre cette révolution industrielle, cette révolution technologique en pleine figure. La différence des autres révolutions industrielles, celle-ci a comme caractéristique sa rapidité et sa violence. Et il est clair que la profession vétérinaire doit prendre des mesures pour s'adapter, sachant que, effectivement, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est la donnée, la data, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a production de données numérisables? Est-ce qu'elles sont agglomérées? Pour l'instant, je veux dire. Clairement, des datas, bien sûr, il y en a partout. Il y en a dans tous les établissements de soins vétérinaires. Il y en a aussi chez les clients des vétérinaires. On parle d'éleveurs, il y a les données d'élevage, qui sont des sources précieuses d'informations. Le problème actuellement, c'est que nous ne disposons pas d'outils, à quelques exceptions près, qui soient à même de traiter cette immensité, cette énormité de data. Est-ce que l'outil de M. Doma est un exemple qui vous paraît intéressant? Parfaitement, oui. Il fait partie de ces projets que la profession doit avoir, d'investir le monde de la data, soit en créant ses propres startups, soit en se rapprochant d'entreprises qui sont spécialisées dans la donnée, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de rater le virage de l'interprétation de la donnée médicale. Je parle bien évidemment de la donnée qui concerne le vétérinaire. On a parlé tout à l'heure de e-santé, de télémédecine. Il est clair qu'en ce qui concerne le vétérinaire, on est bien dans le domaine de la télémédecine, dans le domaine de la santé et de la médecine vétérinaire telle qu'elle est définie dans le Code rural, dans l'article L243.1 du Code rural. Vous détaillerez un petit peu plus tout à l'heure justement ce tournant numérique. Et Guillaume Ardillon, donc vous travaillez dans une filière, finalement dans une coopérative qui travaille de l'amont quasiment jusqu'au consommateur. De quelles données disposez-vous? Alors, on dispose d'un nombre de données qui est hallucinant. On en dispose de nombre, et on a à la base un nombre de solutions de captation de données à l'aval qu'on va retrouver aussi bien sur les bâtiments que sur les animaux. À la même période l'année dernière, l'ESA et Terena accueillaient, et Angers beaucoup plus largement, le World Electronic Forum, où il y avait une thématique dédiée à l'agriculture. Et on avait présenté à cette époque-là une vache avec des capteurs, et rien que sur une vache, on est capable de mettre plusieurs dizaines de capteurs pour piloter tout un tas d'indicateurs biométriques, environnementaux ou autres. On est capable de le faire, c'est pas pour autant qu'on le fait. On est capable de le faire, de plus en plus on va le faire. Il y a eu des expérimentations, pas forcément en France, mais la Chine par exemple a annoncé, un constructeur de téléphones et d'électronique chinois a annoncé vouloir équiper 1 milliard de vaches de GPS. Un autre constructeur, là c'est un e-commerçant chinois, a annoncé vouloir équiper des poulets qui marchent, qui sont élevés 150 jours, de podomètres pour leur faire 1 million de pas. Et en allant valoriser ce nombre de pas. Donc un poulet qui fait 1,1 million de pas est plus cher qu'un poulet qui ne fait que 1 million de pas. Donc on est vraiment sur une approche totalement différente. Ça c'est au niveau des élevages. Au niveau des élevages, les bâtiments. Et puis tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le transport, la maîtrise du froid, toutes les pratiques liées à l'abattage, toutes les pratiques liées à la transformation. On parle de bien-être animal par exemple. Et je vais prendre le cas de Terena, on a des expérimentations en cours aujourd'hui, certaines assez abouties même, pour déployer des applications, donc une application de plus, pour déployer, définir, monitorer, auditer les pratiques de bien-être animal dans les exploitations. Et là, on travaille avec les interprofessions et les grilles de référence, mais également avec la profession. Et on a les mêmes choses dans les abattoirs, où on va pouvoir mesurer la protection animale dans les abattoirs, s'assurer qu'un certain nombre de règles sont bien prises. Les évolutions de la réglementation amènent également un certain nombre de pratiques. On entend ressurgir à chaque scandale et à chaque vidéo L214 la volonté, l'ambition, la nécessité, en tout cas pour ces acteurs-là, de positionner des caméras directement dans les abattoirs, de positionner des capteurs à tel ou tel maillon de la chaîne pour garantir que les animaux sont bien traités, pour garantir que les pratiques sont bien réalisées. Mais est-ce que vous mettez en lien toutes ces données, élevage, transport, abattoir, transformation, on n'en a pas parlé mais il y a aussi des données, est-ce que vous les mettez en lien?
C'est la grosse question et c'est le gros enjeu. Aujourd'hui, toutes les données de l'amont discutent assez bien avec les données de l'amont, les données de l'industrie discutent assez bien avec les données de l'industrie, les données de mes transporteurs discutent assez bien avec les données d'autres transporteurs et sont intégrées dans mes notions dans mes logiques de supply chain, dans mes outils de supply. Par contre, il se pose une véritable question, je vais lâcher un gros mot, mais qui, à mon avis, va être le mot de ces futures années, c'est le mot interopérabilité. Et la capacité à rendre ces données interopérables, à les rendre compréhensibles, à avoir la même expression du langage tout au long de la chaîne, vont permettre de faciliter l'expression, de faciliter l'utilisation de ces données par des maillons plus ou moins amont, plus ou moins aval. Vous dites que c'est l'enjeu de demain, mais vous l'avez déjà réalisé en partie. On l'a déjà expérimenté et on est en train de le déployer. Numérique. On a une plateforme numérique. Aujourd'hui, on travaille avec des spécialistes de la supply chain, puisque ce sont eux qui ont défini, qui ont normalisé, standardisé un certain nombre d'événements. Je ne suis pas sur la standardisation des pratiques, je suis bien sur la standardisation des événements et de l'expression de l'événement. Donc, quand on a un événement de packaging, il s'exprime partout de la même façon. Nous, on travaille avec GS1. Donc, GS1, vous les connaissez tous. En tout cas, leurs principaux produits, c'est eux qui éditent les codes barres et les normes derrière les codes barres de tous les produits que vous pouvez trouver en grande surface ou que vous pouvez acheter de manière générale. Donc eux, ils ont développé des outils, des systèmes, des normes, des langages, on est bien sur une notion de vocabulaire, pour identifier précisément des actions, des lieux, des produits, et on est en train, nous, de le déployer. Alors eux, ils le font à partir du moment où ça rentre dans les usines jusqu'à la sortie de caisse. On est en train aujourd'hui, nous, de déployer, de travailler avec eux pour étendre ces normes jusqu'à l'amont agricole, voire à l'amont de l'amont. Vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure en quoi ça répond aux attentes consommateurs et de la société. C'est l'enjeu principal. Bien sûr. Les données, Christophe, est-ce que vous considérez, vous, éleveurs, qu'un certain nombre de ces données vous appartiennent? À vous, éleveurs? Hop. Je dirais, les données que l'on fabrique nous appartiennent et aujourd'hui, derrière, c'est l'utilisation de ces données à quel but et donc, les stocker ou un big data, ok. Sauf que si derrière, on ne met pas un but, et nous, ce qu'on recherche à travers les discussions qu'on peut avoir, c'est bien un but de progrès pour l'agriculture. C'est-à-dire des données collectées. Déjà, ils appartiennent à l'éleveur parce que ça vient de chez lui. Donc, il faut qu'il en donne l'autorisation à quelqu'un pour l'utilisation de son gré. Donc, voilà, on avance comme ça. Après, la personne qui les a peut les utiliser, mais moi, je prône toujours le fait de les utiliser dans un but de progrès. C'est-à-dire que d'un progrès pour l'ensemble de l'agriculture. Et quand on voit les attentes sociétales qu'on a derrière, les enjeux autour de la santé, autour du bien-être, ça peut être quelque chose d'intéressant à développer, de regarder comment on fait avancer les choses avec les données qu'on a. Ça permettrait déjà, dans un premier temps, de faire la démonstration de ce qu'on fait déjà dans les exploitations. C'est-à-dire que ce n'est pas la vidéo de L214 qui est dans le commun de toutes les exploitations et loin de là. Donc vous le voyez comme un outil de communication aussi, en plus. Ça peut aussi être un très fort outil de communication pour contrer le fait, c'est comme partout, quoi. C'est pas parce que, je dirais, il y a, quand quelqu'un passe son permis de conduire sur les 20 stagiaires que la personne a eu, il y en a un qui ne l'a pas eu, que c'est les professeurs d'auto-école qui sont pas bons, quoi. Donc là, c'est à peu près le même schéma que L214 utilise, en montrant une chose et en disant voilà, c'est tout le monde pareil. Donc à nous aussi de se mettre dans la capacité, avec toutes les données qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut faire, de prouver qu'il y a des choses relativement bonnes de fait dans les exploitations. Donc la donnée appartient à l'éleveur, l'utilisation de la donnée dans un objectif de progrès. Merci. Nicolas Fortanet, peut-être un petit mot sur ces questions liées aux données. On voit qu'il y a des opérateurs de téléphonie chinois qui veulent s'y mettre. Est-ce que ces données sont... Voilà, est-ce qu'il faut mieux les gérer ou mieux les mettre en relation? Sinon, peut-être d'autres entreprises moins vertueuses pourraient s'en mêler.
Oui, mais je pense que beaucoup de choses ont été dites et des choses extrêmement intéressantes. Juste en rebondissant peut-être sur la notion à un moment donné de qualité de la donnée plus que de quantité que vous avez soulevé à un moment et partir de là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement on a un vrai enjeu autour de la notion de qualité qui n'est pas seulement la question de savoir si le choix de la pertinence d'une donnée, enfin ça en fait partie, est-ce que cette donnée-là est pertinente, est-ce que celle-là ne l'est pas, éventuellement ça ne sert à rien d'avoir des données qui vont nous servir à rien, mais aussi sur la question de la qualité au sens de la qualité du prélèvement, du recueil, pour savoir ce qu'on mesure et ce qu'on ne mesure pas. Et je pense que dans beaucoup des interventions qu'on vient d'entendre, cet enjeu-là, il était en filigrane. Et par exemple, pour reprendre votre opérateur chinois qui veut mesurer les pas des poulets, est-ce que tous les pas se valent? C'est-à-dire qu'on met en équivalence ces dispositifs qui permettent de mesurer tout un tas de choses, mettent en équivalence des phénomènes, des événements, des pratiques qui ne le sont pas nécessairement. Et le pas d'un poulet, en fonction du type d'animal, du type d'élevage, de la surface du sol, de la température extérieure, ne se valent peut-être pas. Ça veut dire qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Quoi. Et on va donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, commodifier, c'est-à-dire transformer en valeur marchande un certain nombre de choses qu'on aura mesurées. Donc un poulet qui aura fait 1 million de pas vaudra plus que celui qui en aura fait 900 000. Mais parce qu'on a mis en équivalence des choses qui étaient peut-être différentes. Et au final, celui qui a fait 900 000 pas, finalement, il aurait pu avoir une valeur supérieure parce que son pas n'était pas tout à fait le même. Et ça, je pense que c'est des réflexions qui sont extrêmement importantes à creuser quand on cherche à rentrer au cœur de ces questions. Merci beaucoup. Alors, dans une deuxième partie, on va essayer de s'attacher à la question de la relation et de voir qu'est-ce qui change avec la numérisation, qu'est-ce qui change dans les relations à la fois entre les personnes et les animaux. Alors peut-être, Monsieur Domas, j'aimerais que vous présentiez votre outil d'aide au diagnostic, puisque vous avez expliqué la donnée, donc maintenant vous disposez d'une donnée, et puis vous avez construit un outil qui aide les vétérinaires à diagnostiquer de façon plus fiable. Oui, tout à fait. Si vous permettez 30 secondes sur la valorisation des données, je peux aussi donner mon avis, puisque ça a été éthiquement une des premières questions qu'on s'est posées il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on fera des données? Comment on va les traiter et les valoriser? Donc nous avons pris la décision dès le début, dans le modèle économique, de valoriser les données. C'est-à-dire qu'on utilisera des données que si le vétérinaire est d'accord, et donc que si son client est d'accord. Ça veut dire que dans notre politique commerciale, il y a une déontologie. Il y a une déontologie qui se traduit dans les faits par une monétisation de la donnée, de manière à ce que tout soit très transparent dès le début. Après, sur l'outil, donc l'outil, il tourne. Alors, deuxième avis. Deuxième avis, s'appelle Deuxième avis. C'est un outil d'aide au diagnostic. Il ne va pas donner le diagnostic. Il va simplement, parce que le numérique, j'allais dire, c'est un peu bête. C'est oui ou non? Oui. Ça n'a pas de libre arbitre. Ça n'a pas de compassion, ça n'a pas de sensibilité. Donc ça va orienter un vétérinaire vers... Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire vous rentrez un maximum de données qui sont comparées avec ce qui existe dans l'outil, et en fonction de cette comparaison qui est faite, va sortir un certain nombre d'hypothèses diagnostiques à privilégier, à ne pas oublier, à ne pas complètement exclure. Et ça va orienter le praticien en disant « Ah, j'avais pas pensé à cette pathologie, qui est peut-être une pathologie rare chez la vache couchée, mais qui peut... Enfin, une étiologie, pardon, rare chez la vache couchée, mais qui peut exister. » Mais le praticien qui fait appel à cet outil, il le fait quand il a un doute. Il ne le fait pas dans la vie quotidienne ou pour des choses qu'il connaît. Très rarement. Si vous voulez, le positionnement de ce produit, c'est cas clinique complexe, inhabituel, déroutant. Donc, par exemple, une maladie qui viendrait d'un pays tiers que l'on ne connaît pas encore en France, par exemple. Je prends l'exemple, si vous me permettez, de sortir du monde de l'animal de production, mais prenons l'animal de compagnie. C'est le cas classique du chien militaire qui a fait 2 ans en théâtre d'opération extérieure et qui revient en France avec une parasitose qui n'existe pas dans nos contrées, mais qui existe dans tel ou tel continent ou tel pays. Et là, en tant que praticien français, vous n'y pensez pas automatiquement. Par contre, l'outil Deuxième avis va vous dire, dans les choses à ne pas complètement exclure, pensez à tel type de parasitose. Que vous ça fait penser 3 fois dans votre vie. À des hypothèses auxquelles on ne pense pas naturellement. C'est ça. Mais c'est pas, le diagnostic derrière doit se faire par le praticien en collaboration avec soit l'éleveur, soit le propriétaire de chat ou chien. Alors, quel est l'intérêt pour le vétérinaire d'utiliser un tel outil? De ne pas passer à côté, dans un cas clinique complexe,
d'une pathologie auquel ils ne pensent pas, donc de mettre en place un protocole thérapeutique beaucoup plus rapide, beaucoup plus fin, beaucoup plus affiné. Et si on va plus loin, on retombe sur cette fameuse réduction de la médicalisation, que ce soit antibiotiques. Plus de prévention, quoi. Plus de prévention, plus de précision. Est-ce qu'il n'y a pas un risque vis-à-vis de son client, qui est donc une personne lambda, de passer pour quelqu'un qui ne sait pas, parce qu'il va chercher derrière son ordinateur pour aller voir quel est le mal dont souffre le chien ou la vache? Il y a quelques années, je croyais. Maintenant, que ce soit dans le monde agricole ou dans le monde des propriétaires d'animaux de compagnie, c'est le contraire. C'est-à-dire que le propriétaire, l'éleveur, comprend tout à fait que son praticien ait besoin d'avoir recours à des outils sur le net. Ça ne pose aucun problème. Et cette cinquième main, pardon, cette troisième main plutôt, qui est le smartphone, ça devient un outil de communication, de collaboration entre l'éleveur et le vétérinaire. Je n'aurais pas dit ça il y a 3 ans. Maintenant, j'ai tendance à être beaucoup plus affirmatif et ce n'est pas un problème. Au contraire. Je dirais même que demain, les soignants auront intérêt à prendre le virage du numérique, sinon ils risquent d'être marginalisés. Merci. Monsieur Avignon, on va continuer, on va prolonger. Donc là, on a un exemple d'outil. Vous disiez tout à l'heure, il y a une révolution numérique qui est en marche chez les vétérinaires. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit de travailler d'une manière totalement différente de ce qu'on a connu depuis des décennies. Comment travaille-t-on encore, d'ailleurs ? On travaille d'une manière que les anglo-saxons appellent top-down, c'est-à-dire qu'en gros, les données médicales actuellement, elles sont produites en grande majorité par des sachants. Les sachants sont les médecins, les vétérinaires, et par de la technologie relativement coûteuse, IRM, scanner, matériel d'analyse biochimique, etc. C'est une manière qu'on va appeler réactive en fait, de travailler, c'est-à-dire qu'en fait le patient vient au vétérinaire, le vétérinaire produit les données, ça marche très très bien, mais avec ces technologies, notamment ces capteurs, ce flux de data qui va arriver, il y a une nouvelle manière de travailler qu'il va falloir intégrer dans nos pratiques, c'est la manière bottom-up, c'est-à-dire la remontée en fait de la base des informations. Dans ce cas-là, le patient finalement prend le pouvoir puisqu'il est à la source des données, c'est lui qui génère les données par le biais de capteurs qui sont de plus en plus performants et de moins en moins coûteux. Et donc ce système-là, en fait, est un système qui va nous mettre dans un système circulaire de travail, un système proactif. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça sera une espèce de route de Nîmes pour ceux qui connaissent, de Ming, pardon, pour ceux qui connaissent Plan, Do, Check, Act. C'est-à-dire qu'en gros, les données arriveront en permanence au veto. Alors ça peut générer, ça a été vu tout à l'heure avec notre philosophe, ça peut générer du stress, c'est une évidence, ça arrive en permanence. Le vétérinaire, par le biais d'algorithmes, il ne faut pas se faire d'illusions, le vétérinaire ne sera pas tout seul dans cette affaire, il va falloir développer les algorithmes qui vont interpréter ces données, va prendre des mesures correctrices qui seront envoyées à l'éleveur, qui prendra lui-même les mesures zootechniques ou thérapeutiques dans son élevage. Mais est-ce que ça ne change pas quand même des choses? Parce que j'entends bien M. Doman nous dit, voilà, j'ai un outil qui aide le diagnostic, qui permet d'être beaucoup plus performant. Il a une certaine déontologie, donc ça s'arrête là. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on aille plus loin encore et que ce soit des outils d'aide à la prescription, carrément, et que ça change complètement votre métier? Alors, je dirais, peu importe jusqu'où ça va, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces outils-là, et moi je parle d'outils, j'assume ce mot, ce sont des outils qui doivent participer à la création d'un vétérinaire augmenté. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le vétérinaire, en tant qu'être humain, il doit toujours être au centre du colloque singulier qu'il a avec son patient ou avec l'éleveur. Il doit rester au centre. Et ce colloque singulier, à mon avis, il sera renforcé parce que tous ces outils, finalement, vont aider le vétérinaire dans la partie technique de son métier et vont lui permettre d'utiliser encore mieux son cerveau droit. C'est-à-dire le cerveau, qui n'est pas le cerveau de la raison, mais et une machine, elle n'a pas de cerveau droit. C'est le cerveau de l'empathie. Le cerveau de la discussion, c'est le cerveau de la création.
Donc, néanmoins, on entendait tout à l'heure à la fois notre philosophe, nos chercheurs se poser des questions sur les changements induits par le numérique dans la relation. Ça veut donc dire que vous êtes très confiant, j'allais dire, dans ce virage que vous appelez de vos voeux, mais il y a quand même un risque peut-être d'éloignement du vétérinaire, de l'éleveur ou de l'animal. Il y a un risque, j'irai même plus loin, il y a un risque carrément de désintermédiation. C'est-à-dire que si on pousse le bouchon un petit peu loin, on peut considérer que dans certains cas, avec ce flux de data qui va arriver en permanence, dès lors que vous avez un algorithme performant, il n'y a plus besoin de vétérinaire. Oui. Alors, ce monde-là, qui en veut? Qui veut de ce monde-là? Je doute que les éleveurs, nos partenaires, nous sommes des partenaires historiques, il faut le rappeler, du vétérinaire. Nous sommes des tiers de confiance. Nous sommes une profession nous sommes dotés d'une déontologie. Donc, la déontologie, c'est quand même une garantie de qualité extraordinaire. Il y a très peu de professions, à part les professions médicales, qui ont une déontologie, une éthique personnelle. La profession vétérinaire aussi vient de se doter d'un comité d'éthique. Donc, en l'occurrence, donc ça veut dire que vous prenez en compte ces questions-là. Que la profession vétérinaire reste un partenaire extrêmement fiable, et je vois difficilement nos partenaires nous remplacer par des machines. Merci Christophe. Des robots, des capteurs sur les vaches, des capteurs dans les bâtiments, etc. Est-ce que ça change la relation que l'éleveur a avec ses animaux? Parce que c'est quand même une question qui est ressortie à plusieurs reprises depuis ce matin. D'un risque de mécanisation de l'animal. Oui, ça change la façon d'appréhender l'observation. C'est-à-dire que c'est des outils d'aide au diagnostic ou à la décision. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un robot ou quelqu'un qui a des colliers de suivi de rumination ou de suivi d'activité regarde son ordinateur, mais pour autant il détecte les animaux à risque. Et ça ne remplacera jamais l'œil de l'éleveur. C'est-à-dire que derrière, il y a obligation d'aller regarder le troupeau. C'est-à-dire qu'on ne va pas appeler le vétérinaire parce que l'ordinateur a dit que là, c'était dans le rouge. Et comme on ne remplacera le robot, ça m'étonnerait qu'il remplace le vétérinaire le jour où il y a une césarienne à faire ou un retournement de matrice. Donc il y a des choses qui resteront encore très concrètes et à l'appréhension de l'être humain. Donc, mais vous ne voyez pas des éleveurs qui, ayant un robot de traite, bon, d'une part ça allège l'astreinte, mais ça marche pas. Et puis au bout d'un moment se disent finalement c'est quand même bien d'être à la maison, alors qu'avant j'étais tout le temps en train de travailler pendant 2 heures matin et 2 heures soir. Il y a la simplification du travail à travers le robot de traite, il y a la simplification de la surveillance, mais de tout déléguer au numérique, quand on travaille avec du vivant, ça me semble relativement très compliqué. Voire dangereux. Et voire, oui, parce que les expériences qu'on peut avoir, ceux qui ont voulu tout déléguer au numérique, se sont vite aperçus que ça ne marchait pas vraiment. Vous en avez donc vu? Oui, il y a quelques exemples. Il y a quelques exemples qui ont pris de risques, mais qui sont vite revenus en arrière en disant voilà, c'est pas parce que j'ai monté un robot de traite que j'ai quitté mon élevage. Au contraire, j'ai des outils d'aide à la décision, des outils d'observation différents. Mais déjà, il faut que moi, je me forme à utiliser ces outils-là, parce qu'il était évoqué ce matin le fait d'être sur le cardiologue qui entendait plus le cœur de ses patients battre, ça c'est inquiétant. Mais il ne faut pas non plus que l'agriculteur il soit enfermé par les alertes qui lui arrivent de façon régulière sur son smartphone. Donc une formation on va y revenir juste à l'appréhension de ça. On va y revenir après. Mais moi, je considère que l'œil humain, l'œil de l'éleveur, restera toujours important, avec une façon d'être alerté différente à travers le numérique. Merci. Claire Manoli, donc vous travaillez avec des éleveurs, des groupes d'éleveurs, on va dire qu'ils sont plutôt réticents vis-à-vis de toute cette numérisation, cette modernisation de l'agriculture. Alors, qui sont ces éleveurs? Et puis, dites-nous un peu comment vous percevez leur point de vue. Oui, alors je relativiserai quand même la notion de réticence à l'agriculture numérique. Moi,
Je pense que l'agriculture numérique, on est quand même sur un mouvement de fond qui touche dans des formes très très variées l'agriculture, et il y a plein d'outils différents. Là, on est sur des formes de... On peut avoir des animaux très outillés avec plein de capteurs, avec des niveaux d'investissement matériel forts, voilà. Mais on peut avoir aussi des sorties de l'agriculture numérique qui sont des choses très très simples. Voilà. Enfin, donc je trouve ça assez difficile de dire certains éleveurs sont vraiment réfractaires à toutes les formes d'innovation issue de l'agriculture numérique. Je n'ai pas tout à fait dit ça. Oui, voilà. Mais en fait, en fait, on a travaillé en faisant un petit peu peut-être un pas de côté par rapport à ces enjeux sur l'agriculture numérique, parce qu'on a travaillé sur cette notion de l'observation chez les éleveurs. Alors, c'était sur des contextes d'éleveurs en agriculture biologique, hein, qui sont plutôt sur des modèles de type petite structure, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ces histoires de l'observation des animaux et en quoi l'agriculture numérique, elle questionne cette notion-là d'observation des animaux, c'est que, on est, comme on l'a dit ce matin, l'agriculture numérique, c'est un mouvement qui promet un certain nombre d'outils qui peuvent remplacer. Alors, je pense que tout le monde ici disent ça serait un grand risque de remplacer le vétérinaire ou l'éleveur. Mais voilà, on a des outils qui promettent d'outiller les éleveurs pour cette fameuse capacité à détecter des troubles de santé, par exemple, en élevage, et donc de les aider à l'observation. En fait, la notion d'observation, en fait, quand on regarde les gens qui ont travaillé dessus, qu'est-ce que c'est qu'un œil de l'éleveur? Comment on peut le définir? Comment on acquiert l'œil de l'éleveur? En fait, les anthropologues qui ont travaillé dessus insistent sur le fait que c'est quelque chose, c'est un savoir qui est tacite, c'est un savoir qui est lié à de l'imprégnation, c'est un savoir qui est difficile à formaliser. C'est quelque chose qui s'acquiert par le compagnonnage, par la relation avec la transmission du savoir, la transmission avec des parents, mais vraiment par le contact quotidien en élevage. Enfin, c'est quelque chose quand même d'assez important. Et donc, on est vraiment sur quelque chose, en gros, qui est assez difficile à dire, difficile à communiquer. Et c'est vrai que du coup, ça s'oppose presque un peu à réussir à formaliser avec des indicateurs précis un état de santé de l'animal. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu que cette notion d'observation, comment elle est transformée dans un contexte où l'agriculture numérique touche toutes les formes d'agriculture. Et moi, je pense que ce qu'on peut observer, c'est qu'on est quand même sur plutôt cette idée de combiner les choses avec le fait de ne pas oublier que cette capacité d'observation, cet œil de l'éleveur qui est tacite, informel, basé sur un compagnonnage avec l'animal, on peut l'appeler ça comme ça. Peut-être le contrat domestique dont parlait Alain Lout ce matin. Oui, voilà, on peut parler de contrat domestique. Comment certains outils peuvent l'accompagner ou pas. Et donc, voilà, c'est ne pas oublier cette dimension-là, je pense que c'est important. Et donc, du coup, pour revenir à quel type d'éleveur, est-ce qu'on retrouverait un peu des réticences à développer certains types d'outils d'agriculture numérique chez certains éleveurs qui mettent en avant cette observation comme étant centrale? Il me semble que dans les enquêtes qu'on a fait, on peut retrouver certains éleveurs qui disent qu'ils ne veulent pas certains outils de mécanisation ou des outils de mise à distance de l'animal, c'est-à-dire qui les empêchent d'avoir cette observation quotidienne, par exemple des outils de simplification de distribution de l'alimentation. On peut retrouver ce positionnement de dire je refuse ces outils de simplification parce qu'ils m'éloignent de l'animal et que je veux garder cette observation quotidienne avec mes animaux. Donc on peut retrouver ça. Je pense que de façon globale, on est plutôt des gens qui essayent de combiner les choses. Et puis là, ça rejoint des travaux. Il y a des travaux de Jocelyne Porcher, par exemple, qui a travaillé sur l'évolution du travail et du bien-être animal, du travail de l'éleveur et du travail des animaux, elle appelle le bien-être animal. Le travail des éleveurs, le travail des animaux dans des situations de retraite. C'est la même chose. En fait, les gens trouvent des solutions. On n'est pas dans le refus total d'un outil. Un outil, s'il apporte quelque chose, on l'adapte à sa situation de travail. Par contre, quelque chose qui revient quand on demande à des éleveurs comment ils arrivent à faciliter cette observation du troupeau, il y a la notion d'une taille seuil de troupeau. Et là, ça renvoie à des questions qui sont bien plus larges que l'agriculture numérique. C'est des questions de l'agrandissement des... alors en élevage, c'est l'agrandissement des tailles des troupeaux, avec cette idée que cette notion d'observation quotidienne des animaux, cette observation individuelle, pour des grands troupeaux est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc, on est quand même sur des éditeurs de taille critique, donc à un moment donné, à partir d'un certain seuil, qui peut être discuté, alors là, selon les espèces bien entendu, et puis selon les points de vue, on pourra... Mais il y a comme cette idée de seuil à partir duquel l'observation, elle va être difficile, et donc du coup, on va avoir besoin d'outils pour s'aider à faire ça, et on retrouve pourquoi on s'intéresse à l'heure actuelle à ces questions d'observation. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est aussi lié à l'agrandissement des exploitations.
C'est que voilà, ces savoirs un peu classiques qui définissaient un éleveur. Voilà, être un bon éleveur, c'est être capable de déceler s'il y a une situation anormale dans un élevage. Dans une situation d'agrandissement des tailles de troupeaux, des tailles d'exploitation, on a besoin d'outils. Et donc, voilà, on retrouve cette notion-là de se dire comment on peut un petit peu combiner ces savoirs dans des situations d'agrandissement. On parlait tout à l'heure avec Christophe de la nécessaire formation des éleveurs pour utiliser les outils numériques. Est-ce qu'il y a aussi des formations pour développer ce sens de l'observation? Vous disiez que c'était quelque chose qui était transmis souvent, compagnonnage, transmission père-fils ou au sein d'un GAEC, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on peut le développer par de la formation je dirais qu'il y a des exemples intéressants qui commencent à se développer, que ça reste quelque chose d'assez difficile à formaliser. Enfin, voilà, l'observation, ce n'est pas enseigné en école d'agriculture ou d'agronomie. Enfin, on peut enseigner beaucoup de choses, mais vraiment, comment on fait pour observer un animal, on peut donner quelques clés, mais c'est quelque chose qui est difficile à transmettre, quoi. Par contre, je pense qu'à l'heure des questionnants sur des formes diversifiées d'agriculture, des alternatives, la notion d'observation, elle est centrale dans l'agroécologie, dans des choses, des initiatives autour de tout ce qui est permaculture, la notion d'agriculture naturelle. Enfin, c'est des courants comme ça qui réfléchissent à des alternatives à l'agriculture où l'observation est au centre. Et donc, du coup, j'aurais tendance à dire, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il commence à y avoir des réflexions là-dessus. Donc il y a des réseaux d'éleveurs qui travaillent là-dessus, il y a des formations qui existent, élaborées en marge de la profession vétérinaire avec des vétérinaires assez alternatifs. J'ai eu Zone Verte, des choses comme ça, qui montent des formations sur la notion d'observation, Opsalim, des choses comme ça. Récemment, je voyais hier un article dans Réussir-les, il y a des initiatives pour développer ça. J'ai vu que c'était des travaux de la FIDOC et de Ron Conseil Élevage, qui travaillent sur faire des formations d'éleveurs pour... Alors là, on est vraiment sur agriculture numérique et observation, justement. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils travaillent sur les deux, quoi. Vraiment sur visionner faire des vidéos en élevage de bovins, filmer la journée des vaches et les montrer après dans des formations aux éleveurs et discuter de l'accès aux aliments des animaux, décrypter la vie des animaux avec les éleveurs et en discuter. En fait, ils se rendaient compte que en ayant ces outils, alors là typiquement on arrive à concilier les deux. Arriver à discuter un peu d'éléments qu'on n'a pas pu observer si on n'avait pas le numérique avec nous, quoi. Merci. Nicolas Fortanet, peut-être un petit mot sur ces questions de relations, ça change pas. Bon, on sent des gens passionnés qui considèrent que ce sont des outils d'aide à la décision, au diagnostic, mais que ça n'enlève pas l'œil et la relation. Mais néanmoins, vous vous posez quand même quelques questions. Non, mais tout à fait. Les discussions sont très, très intéressantes. Et je relèverais peut-être juste 2 points pour réagir sur cette question de est-ce que ça enlève l'humain, ça déshumanise, ça désintermédiarise, comme vous l'avez dit, etc. C'est d'abord une question, c'est de savoir quand, à quel moment, pourquoi sont utilisés d'éventuels outils à la décision. Et dans votre exemple, vous dites bien c'est pour des situations particulièrement typiques. C'est une question qui est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire... effectivement, pourquoi j'utilise ça? Quand est-ce que j'y ai recours? Est-ce que j'y ai recours parce que je ne sais pas? Est-ce que j'y ai recours parce que finalement je veux m'aider? À quel moment j'exclus? À quel moment j'invite quelqu'un éventuellement à discuter ce que l'outil va me permettre? Et ça, je pense que ça nous renvoie à la question évidemment des usages de ces outils numériques. Et on ne peut pas penser à perfectionner, à développer un outil numérique de type aide à la décision si on ne réfléchit pas en même temps à la manière dont ils sont utilisés ou pas utilisés, un peu comme ce que tu soulevais, Claire. Et juste, c'est très rapidement, mais autre réflexion, parce que je crois que c'était un peu dans la discussion, on voit bien que ces outils de la décision, souvent, ils sont construits, ils sont censés embarquer des savoirs extrêmement techniques, extrêmement experts, spécialisés de type biomédicaux, pour vous parliez de références bibliographiques, etc. Et on voyait bien que le frottement se faisait sur le fait, oui, mais il y a d'autres types de savoirs qui permettent de savoir s'il y a une maladie, ou etc. Le savoir du vétérinaire, mais aussi le savoir de l'éleveur, etc. Et moi, c'est presque une question que je pourrais renvoyer, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut imaginer ce type d'outils techniques qui ne soient pas en fait des outils nécessairement d'experts, mais qui intègrent, qui embarquent différents types de savoirs, et en particulier les savoirs d'éleveurs, voire les savoirs des animaux. Moi, j'étais le mois dernier à une conférence, je finirai là-dessus, sur One Health, et j'ai pu discuter notamment avec des collègues anthropologues qui bossaient sur des projets avec des startups pharmaceutiques, où le but était de développer des thérapeutiques alternatives. Bon, on était sur les questions de tuberculose, quand il y avait un risque zoonotique, etc., mais peu importe.
où l'idée, c'est des projets où on construisait une thérapeutique à partir de 3 types de savoirs différents. Le savoir des vétérinaires et des médecins, mais aussi le savoir des patients et des éleveurs, puisqu'encore une fois, on est sur zoonose, et même directement les savoirs des animaux, en observant les animaux avec des éthologues, etc. Et on avait des startups qui essayaient de concevoir quelque chose de créatif et original en assemblant ça. Et je me pose la question, et je la renvoie à tous les experts que nous avons autour de la table, si on peut imaginer des outils numériques qui sont pas uniquement des outils d'experts, mais aussi qui assemblent des savoirs qui intègrent le savoir des gens de terrain aussi. Merci. Des données de plus en plus nombreuses, des outils de plus en plus performants, on vient de le voir. Et finalement, la question qui reste pour la fin de cette table ronde, c'est de savoir est-ce que tout ça répond bien aux attentes de la société et des consommateurs. Peut-être, Guillaume Hardillon, vous pourriez vous nous avez expliqué un peu comment, ce que vous mettiez en connexion, j'allais dire comme données, et à quoi ça sert. On ne capte pas des données juste pour capter des données et se faire plaisir. Hein. On les capte parce qu'il y a un sens et il y a un enjeu à le faire. On l'a vu, on le capte parce qu'il y a une première vie de ces données qui est le bien-être, l'outil d'aide à la décision et la performance de l'élevage. On vient de le voir. Mais ça, c'est pas pas ça la motivation. C'est pas la seule motivation. Ça a quand même été la première motivation pour créer les outils, mais c'est pas la seule motivation. Les données, faut comprendre que les données, c'est le pétrole de l'industrie numérique. Et comme le pétrole dans l'industrie automobile ou dans l'ère industrielle classique, le pétrole brut, on fait des choses avec, mais on n'en fait pas grand-chose. On a besoin de le raffiner et on lui donne une deuxième vie, une troisième vie, une 10e vie en fonction du nombre de raffinages. Les données, c'est exactement la même chose. Et à chaque vie de ces données, on va avoir un besoin. Le premier besoin, c'est celui de notre client. Et le client de l'industrie, ou en tout cas de la filière agroalimentaire, c'est le consommateur final, c'est la grande distribution, c'est les restaurateurs. Et il attend quoi, lui, que vous lui apportez grâce aux données numériques? Alors, lui, il a énormément d'attentes, et s'il pouvait avoir tout, ce serait super. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Qu'est-ce qu'on a donné à manger aux animaux, combien de jours ils ont été élevés, ou combien de mois, ou combien d'années, en fonction des différentes filières. Qu'est-ce qu'il a mangé, mais au-delà de qu'est-ce qu'il a mangé, d'où provient ce qu'il a mangé, et au-delà de l'usine, de quelle parcelle, comment les parcelles de maïs, de blé, de colza, de soja, etc. ont poussé, ont été traitées, ou n'ont pas été traitées d'ailleurs. Est-ce vraiment une demande du consommateur, ou est-ce que vous imaginez la demande, ou le distributeur vous dit que la demande est là? Non, c'est pas aujourd'hui une lubie de qu'est-ce qu'on pourrait faire ou des marketing. Il y a une vraie exigence sociétale autour de ça, la traçabilité, de la traçabilité, avec la traçabilité et la transparence. Les scandales alimentaires, agroalimentaires, il y en a eu de nombreux ces dernières années. Nous, on a été touchés il y a 10 ans avec les bactéries E. coli, avec le steak haché. On a donc beaucoup appris sur ces 10 ans, et ce qui nous permet d'arriver là où on en est aujourd'hui. Il y a eu Lactalis, le Listeria, il y a toutes les pratiques, je parlais tout à l'heure des vidéos L214, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les scandales de la gélatine de porc, etc., etc. Le consommateur a l'impression d'être trompé. Donc, puisqu'il a l'impression d'être trompé, il faut le rassurer. Il y a 2 manières de le rassurer. Soit on a toute l'information sur les produits, et j'ai vu qu'il y avait une personne d'Open Food Facts cet après-midi qui va permettre d'apporter des réponses. C'est le premier enjeu, c'est de donner toute l'information que l'on a, que l'on connaît, et qui est une information, on va dire, stable par rapport au produit. Là où nos démarches et là où le consommateur va aller aujourd'hui encore plus loin, c'est sur toute l'information dynamique liée au produit unitaire qu'il a sous les yeux. C'est-à-dire, c'est plus un produit, je sais pas moi, un poulet label, un litre de lait de telle marque, c'est le litre de lait, numéro de lot XYZ que j'ai dans la main. Et qu'est-ce que ce numéro de lot, qu'est-ce que ce produit même, parce que ce produit, il a peut-être passé par des schémas logistiques différents. Est-ce qu'il a bien suivi toute la chaîne du froid? Est-ce qu'il a bien suivi tout le respect que l'on peut attendre du produit? Quelles sont les pratiques associées, mais de l'éleveur qui a élevé le poulet, ou des éleveurs qui élèvent les vaches qui font le litre de lait ou le yaourt que j'ai dans les mains, etc., etc. Donc il a 3 niveaux d'attente aujourd'hui, le consommateur, si on devait le résumer. Un premier niveau sur l'origine, la connaissance fine de là où vient. Qui est l'éleveur qui a élevé mon produit, avec un pont direct, en oubliant tout le reste de la filière, entre lui et le consommateur, en mettant bien sa photo sur le packaging. En mettant sa photo sur le packaging ou sur un site internet, mais voilà, en tout cas en recréant ce lien directement. En France, comme à l'étranger, la demande est exactement la même.
Le deuxième enjeu, là, elle est plutôt qualitative au sens process industriel tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est de réassurer et de prouver. J'ai un poulet label rouge qui répond à tel et tel et tel type de critères. J'ai un litre de lait bio qui répond à tel et tel critère. Est-ce que je suis capable de les retracer? Et puis, le troisième enjeu, c'est vraiment toute la connaissance, l'enrichissement qu'il peut faire pour s'approprier telle ou telle partie du cahier des charges, pour amener tel ou tel élément ou pour valoriser telle ou telle pratique. Et là, on est sur des relations qui sont dans les deux sens, c'est-à-dire c'est aussi bien le consommateur ou le client qui va vouloir demander de mettre en avant telle ou telle pratique pour être rassuré ou pour comprendre, mais c'est également l'agriculteur ou les acteurs de la filière qui vont pouvoir factualiser, faire comprendre, amener beaucoup de pédagogie, parce qu'au final c'est beaucoup de pédagogie sur les pratiques, sur leurs enjeux, sur leur démarche à eux et sur le pourquoi de telle ou telle chose. Et donc là on va commencer de reboucler la chaîne de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus valorisante pour l'ensemble des acteurs. Plusieurs intervenants ce matin ont parlé d'un risque de standardisation éventuellement des produits ou des animaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a aujourd'hui, si je prends par rapport aux demandes des clients, un risque clair de standardisation, en tout cas de l'exigence. Il y a aujourd'hui une standardisation de l'exigence en termes de cahier des charges. Je ne sais plus qui tout à l'heure parlait de commodisation. Standardiser l'exigence, ce n'est pas standardiser les produits. Non, mais du coup, en standardisant l'exigence sur tel type de pratique, je ne sais pas, moi, bleu blanc cœur, des pratiques de bien-être animal, sans OGM, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 dossiers sur mon bureau en ce moment pour 2 distributeurs différents sur des poulets de même typologie de catégorie, c'est quasiment exactement les mêmes demandes. Donc on a bien quand même une standardisation de la demande parce que l'exigence du consommateur, elle est là. Là où je ne suis pas d'accord sur la standardisation que l'on aura, c'est qu'on est sur un air sur le digital avec des évolutions extrêmement rapides des besoins, des demandes, des exigences. Et donc une demande actuelle en termes de bien-être animal, demain pourra être totalement différente, voire ne plus être au cœur, et il va falloir être capable d'agir et de transformer cette demande. Donc on aura certes une standardisation de la demande, probablement des produits peut-être qui en aient. Par contre, on n'aura pas forcément une standardisation dans le temps de ces demandes, parce que la demande du consommateur, parce que la demande du client va bouger dans le temps. Là où on peut avoir une standardisation, par contre, qui elle sera de bonne aloi, c'est plutôt dans la capacité qu'on aura à transférer, à véhiculer les informations et à les rendre accessibles. Puisque de toute façon, la standardisation de la demande ou des exigences, il y aura de toute façon des socles qui vont se faire et qui seront présents. Par contre, d'être capable de pousser des éléments différenciants sur des pratiques différenciantes, tout le monde ne va pas d'un point A à un point B de la même façon. Et c'est ça qui va être important, et c'est là où il y a des vrais vecteurs de différenciation sur les filières agricoles. Christophe, est-ce que vous craignez cette standardisation un petit peu de l'élevage accélérée par le numérique? Avec un micro, ça sera mieux. Alors, accéléré par le numérique. La question, c'est qu'est-ce qui accélère les demandes sociétales. Oui, le numérique accélère les demandes sociétales par rapport aux réseaux sociaux qui vont de plus en plus vite et l'information va de plus en plus vite. Après, sur les demandes, moi je pense que ce n'est pas une standardisation. Il y a un socle commun à avoir pour répondre aux attentes sociétales. Et ce n'est pas une standardisation, c'est un socle commun. Et pour autant, après, il peut toujours et il y aura toujours la différenciation des produits avec... comme ça existe aujourd'hui, soit des labels d'un côté, soit des AOC, des AOP, des IGP, des méthodes de production différentes. Mais il faut qu'on arrive à avoir un socle commun, l'exemple du bien-être. Bien-être, c'est un socle commun, comme on a fait sur la charte des bonnes pratiques en élevage, où là on est sur un socle commun des choses qui sont faites et bien faites dans les élevages. Et je pense qu'il faut qu'on soit en capacité aussi de communiquer sur ce socle commun. Puis après, il y aura la recherche de la valeur ajoutée qui sera par de la différenciation, soit géographique, soit... Donc pour vous, la diversité, elle vient de la multiplicité des cahiers des charges et des approches. Voilà. Donc c'est le contraire de la standardisation pour vous. Tout à fait, oui. Donc il y aura un socle commun et après une multiplicité. Par contre, on a une équation qui est difficile à résoudre. C'est la vitesse à laquelle arrivent les demandes. Alors, et comment on y répond? Et comment on y répond? À quelle vitesse on y répond? Comment on fait bouger l'ensemble de la filière? Alors, le consommateur, lui, dans le magasin, c'est du jour au lendemain qu'il change sa méthode de consommer. Et quand on descend d'un cran,
Au niveau du transformateur, il faut déjà un peu plus de temps parce que ce qui est rentré a déjà été produit. Au niveau des exploitations, quand on parle de viande bovine ou autre, on est sur des échelles de temps de 4 ou 5 ans. Et quand on a investi dans une exploitation, on est plutôt sur une échelle de temps de 15 ans. Alors, tant qu'on n'aura pas résolu cette équation-là, la capacité de changer très vite, aussi vite que peut changer le consommateur dans ses demandes, je pense qu'on aura difficulté à répondre à tout. J'avais une petite interrogation. On parle depuis ce matin de capteurs, d'outils numériques performants. Donc l'attente du consommateur, l'attente de la société, c'est plus de bien-être, c'est plus de traçabilité. Donc on répond à ces enjeux-là. Mais en même temps, le consommateur, il a une image d'authenticité. Il a une image d'Épinal, un peu de l'éleveur, de la vache, du champ, etc. Est-ce que tout ça est bien calé ensemble? C'est-à-dire à la fois d'avoir des outils numériques pour répondre à ces demandes, mais en même temps d'avoir, je ne sais pas si des vaches avec des capteurs, ça fait bien rêver le consommateur. Est-ce que vous ne sentez pas un décalage entre les deux? Si, mais comme il y a un décalage dans sa méthode de consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais quand on dit qu'il faut aller vers plus de qualité, plus de... Ok, nous on l'entend les agriculteurs. Sauf qu'on s'aperçoit qu'à la sortie des supermarchés dans le caddie, c'est 25 à 30% entre labels, bio, signes de qualité ou produits fermiers ou autres, premium, et 70% lambda. Donc à qui on demande de produire ces 70% lambda et de façon économique pour des gens qui ont fait le choix de mettre dans leur alimentation ce qui restait de leur budget après avoir fait d'autres choix. Et donc la grande difficulté, c'est comment on répond à tout ça, quoi. Et moi, là, je suis désolé, mais la clé, on ne l'a encore pas, quoi. Nicolas Fortanet, ça c'est un boulot de sociologue de répondre à cette question. Un sociologue qui serait vraiment spécialiste de ça. Non mais ça c'est une vraie question et ça renvoie à la diversification. Enfin c'est cette tension standardisation diversification. Vous disiez on va pas de la même manière d'un point A à un point B, etc. Donc là-dessus on est clair. Mais juste quand même sur petite remarque. On parle beaucoup du consommateur, de la demande du consommateur, de ses choix alimentaires, etc. Comme si c'était une entité comme ça qui exerçait une influence sur les filières agroalimentaires et à laquelle on était obligé de se soumettre pour répondre à ses exigences. C'est un peu ce que nous a dit M. Hardillon quand même. Oui, mais justement, je voudrais... il n'y a pas le choix. Hein. Non, je dis pas que vous l'avez présenté comme ça. Mais il faut quand même temporiser. Il faut matcher les deux, mais c'est pas simple. Il y a quand même cette demande. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette demande, il faut prendre en compte qu'aussi, elle est vraiment socialement et économiquement construite et que ça a été montré par le passé. Par exemple, il y a des travaux dans les années 50, quand les céréales du matin, on commence à vendre avec une vitamine, 2 vitamines, 3 vitamines, et puis moi j'en ai 4, et puis moi j'en ai 5, et moi j'en ai 6. L'échelle de perroquet. Ça se fait à une époque où les sciences de la nutrition ne sont pas du tout vulgarisées, ne sont pas des savoirs qui sont partagés par le public, et on voit bien que c'est la distribution ou l'industrie qui, dans sa compétition entre elles, va créer des produits de niche et la demande du consommateur qui existe aujourd'hui, et qui est peut-être tout à fait légitime, mais elle a été construite. Et c'est pas forcément négatif de dire ça, mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe sur par exemple les antibiotiques, etc., antibiotiques free, où d'ailleurs il y a des énormes confusion dans le débat entre résidus et résistance, par exemple. Enfin, mais où je pense que réellement, même s'il y a une vraie demande du consommateur, il y a aussi des enjeux de compétition et de compétitivité des filières agroalimentaires qui font qu'on crée des demandes. Évidemment, il y a aussi du business derrière, forcément. Oui, clairement. Il y a, de toute façon, chacun essaye de se différencier. On voit bien, à un moment donné, c'était Carrefour qui avait sorti les sans OGM avant tout le monde. C'était un élément de différenciation, j'imagine. C'est un élément de différenciation et ça a été bien redit. On est bien à l'échelle de la filière ou du vertical de bout en bout avec ce qu'on est capable de faire, de produire, avec aussi les attentes des uns et des autres. L'enjeu Alors, il y a différents maillons sur ces verticaux. L'enjeu des différents maillons, c'est d'être capable d'adapter, de s'anticiper et de bouger les uns entre les autres. Si je prends à l'échelle d'une coopérative, par exemple, agricole, qui en plus, comme nous, on se retrouve avec des outils de transformation que l'on a dans notre périmètre.
comprendre les attentes du consommateur, donc on a un lien direct avec le client et on est capable de faire ce lien en direct entre l'agriculteur et le client. Donc comprendre l'attente du client ou du consommateur et du marché par rapport à ce que nous, on sait faire, anticiper, adapter, essayer de faire évoluer les deux dans le même sens. Quand on a développé nos démarches de progrès il y a quelques années autour de ce qu'on appelait la nouvelle agriculture, qui aujourd'hui s'est transformée en marque que l'on peut retrouver en grande surface, en supermarché, on n'a pas dit voilà ce qu'on va faire en cible et voilà ce qu'on va faire tout de suite. On a fait rentrer les agriculteurs dans des plans de progrès afin de bouger. Et qui dit plan de progrès, on voit à peu près la direction dans laquelle on veut aller. Par contre, le final, on n'est pas tout à fait sûr, ça peut bouger. Et c'est là où on est capable de s'adapter. Par contre, il y a quand même un socle de pratiques, de bonnes pratiques, de meilleures pratiques qui permettent d'avancer et de pousser. Par contre, avec une valorisation, avec des enjeux filières, en étant économiquement viable, en étant économiquement performant, en étant écologiquement performant, etc., etc. Et en renvoyant de la valeur ajoutée aux producteurs. Et en mettant de la valeur ajoutée aux producteurs, en mettant de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la filière. Merci. Il y a plein d'autres questions, évidemment, mais on voulait absolument avoir un temps de discussion avec vous. Voilà, donc on vous propose de poser des questions, donner un avis, dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec tel ou tel intervenant, ou au contraire que vous êtes tout à fait d'accord, et de prolonger un peu les discussions, réflexions. Alors, qui est-ce qui souhaite... Oui, là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, Benoît Lamy. Je suis en production animale. Ancien président, il vous connaît pas. Non, il était trop jeune. Donc je suis arboriculteur, céréalier et éleveur en viande bovine. Et j'aimerais revenir auprès de M. Avignon et puis M. Domas. En Arbo, par exemple, on a aujourd'hui des stations météo avec des modélisations qui nous permettent d'anticiper sur des traitements tavelures. Des choses très pratiques. Moi, j'ai envie d'être en direct avec M. Domas demain, puisque je fais venir mon veto, on fait des prélèvements, il faut que l'analyse s'en aille, revienne, l'analyse. Moi, le modèle de M. Domas, il me va bien, moi. Est-ce que demain, on n'aurait pas intérêt, pour un certain nombre d'éleveurs, ou d'être en direct sur de la modélisation, par exemple? Voilà, ça renvoie à la question, est-ce que demain, le vétérinaire a toujours une place, un rôle, quand même? Parce qu'évidemment, les éleveurs pourraient utiliser directement le... Il y a deux vétos sur la table ronde. Il y en a un qui m'intéresse plus que l'autre, quoi. Enfin, j'ai une très bonne relation avec mon veto actuel, hein, je dis pas ça. Hein, mais il a dit qu'il ne voulait pas remplacer les vétos, monsieur Domas. Oui, je sais, monsieur mais... Avignon, que pensez-vous de cette question? Il faut écouter les éleveurs. Hein. Bien sûr. Monsieur Avignon? Oui, alors je parlais des intermédiations. Là, on est en plein dedans, en fait, puisque vous êtes effectivement au cœur du sujet. Sérieusement, ce que vous décrivez là, en fait, c'est de la télémédecine. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez transmettre des données médicales à, finalement, si on chante le vétérinaire, on va directement à un algorithme. C'est ni plus ni moins qu'un algorithme. Actuellement, d'un point de vue strictement légal, et là c'est le vice-président du Conseil de l'Ordre qui vous répond, ce système-là est totalement impossible. La définition de la médecine vétérinaire répond à une législation, c'est dans le Code rural, et en l'occurrence, on ne peut pas faire de la médecine vétérinaire. Et je rappelle que la définition de la médecine vétérinaire est assez large, puisqu'elle parle non pas seulement d'un état pathologique, mais également d'un état physiologique. La détermination d'un état physiologique, c'est déjà de la médecine vétérinaire dans la loi, dans le Code rural. Donc, d'un point de vue pratique, déjà, il faudrait modifier la loi. Mais allons plus loin. Croyez-vous sérieusement que si vous passez définitivement d'un vétérinaire par le biais d'un algorithme, vous allez pouvoir réaliser tous les actes courants dans votre élevage, c'est-à-dire les césariennes, une vache qui boite, etc. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai pas vu d'algorithme qui était capable de parer un pied, par exemple, ou tout simplement de faire une incision cutanée pour aller chercher un veau. Donc,
bon, ça me semble relever un petit peu de la science-fiction. Ce qui serait plus intelligent, à mon avis, beaucoup plus intelligent, ça serait de se dire que le vétérinaire est un partenaire qui est à même de vous aider à interpréter les algorithmes. Alors, il faut trouver... je suis d'accord que c'est un nouveau paradigme, tout ça. Ça bouleverse les habitudes du professionnel que je suis, puisqu'il faut que je trouve une nouvelle manière de travailler avec mes clients, un nouveau modèle économique, et ça bouleverse aussi vos habitudes, puisque vous allez, pour une fois, envoyer des données directement à l'algorithme ou au vétérinaire, alors qu'auparavant, c'est le vétérinaire qui venait chercher les données chez vous. Donc c'est vrai que c'est un paradigme qui est complètement modifié. Quel modèle économique est ça ? Il y a un modèle économique qui me semble extrêmement sage, c'est le modèle de la contractualisation. C'est-à-dire que, en l'occurrence, vous avez besoin du vétérinaire dans vos élevages, il faut donc trouver un modèle économique pour que le vétérinaire puisse continuer à aller dans vos élevages et pour qu'il y ait encore ce maillage territorial, ce maillage sanitaire qui est extrêmement important. Mais peut-être il interviendra différemment qu'avant. Voilà. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Peut-être, M. Domas, un mot complémentaire ? Juste pour aller un peu plus loin, mais dans le même sens, ce qu'on a observé quand on a remonté des résultats d'enquête sur la relation vétérinaire et éleveur, avec des outils comme ça, c'était plus de synergie qu'avant, une meilleure compréhension, plus de rigueur, plus de précision et beaucoup plus d'échanges. Et rarement, très rarement, on nous a dit oh, « super, je vais pouvoir me passer d'un tel ou d'un tel », dans un sens comme dans l'autre. Et l'observation clinique dont vous parliez tout à l'heure, ce qui m'a aussi beaucoup surpris dans ces outils, c'est que les éleveurs et les vétos nous disent, et les praticiens nous disent « ouais, Patrice, c'est compliqué, il faut être précis ». Ben, je dis oui, il faut être très très précis. La douleur, par exemple. La douleur, l'observation par un éleveur de la douleur d'un animal. Il y a peut-être 10 stades de douleur. Je pense qu'il est préférable que l'éleveur se connecte avec le vétérinaire pour évaluer le degré de la douleur. Donc vous voyez, dans ce débat, hormis les aspects réglementaires, légaux, je ne crois pas que les deux professions aient à gagner à se séparer, bien au contraire. Mais la notion de contractualisation, d'évolution de la relation entre l'éleveur et le vétérinaire, c'est sûr, elle doit se faire. Elle s'est déjà faite. Elle s'est déjà faite dans pas mal d'endroits, dans pas mal de départements. Alors je ne connais pas le département local, mais des départements plus près de là où j'habite, dans le Massif central, c'est une règle dans pas mal d'endroits. Et ça fonctionne très très bien. Tout le monde y trouve son compte. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ces outils-là, pour nous vétérinaires, sont des outils qui doivent nous permettre finalement d'hausser encore notre qualité de travail. Et là aussi, c'est le membre du Conseil de l'Ordre qui vous parle, puisque l'Ordre doit être à même de veiller à la qualité du service rendu par la profession vétérinaire au public. Ces outils-là vont nous permettre de vous rendre un meilleur service. Et à mon sens, c'est comme ça qu'il faut les voir. Ce sont des outils qui vont permettre de hausser la qualité de soins du vétérinaire. D'autres questions ? Oui. Ah, Sébastien. Je n'ai donc pas dû poser les bonnes questions. Sébastien m'a dit, si tu ne poses pas les bonnes questions, je prends la parole. Parce que c'est lui qui a préparé la table ronde. Merci. Non, en fait, tu as posé les bonnes questions. C'est juste que je trouve qu'il y a un élément sur lequel j'aimerais avoir un peu plus d'avis. C'est sur cette question de la traçabilité et du bien-être animal. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on pourrait mettre en place va plutôt dans le sens de l'animal-machine qu'on entendait tout à l'heure, c'est-à-dire on a plein de capteurs qui permettent de dire finalement l'animal est dans les bonnes conditions pour faire ce qu'on attend de lui, à peu de choses près, et on rassure le consommateur là-dessus. Est-ce que c'est compatible avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur le statut de l'animal dans la société ? Indépendamment du consommateur, j'ai envie de dire, il y a énormément de débats et de controverses sur la question du bien-être, entre autres sur le statut de l'animal. Est-ce que le fait d'équiper pour bien connaître l'ambiance dans les bâtiments, le fait de s'équiper pour bien connaître finalement si l'animal est dans des situations physiologiques qui lui permettent de bien produire, rassureront sur cet aspect du statut de l'animal en fait dans la société. Ça rejoint un peu la question que je posais sur le décalage entre besoin d'authenticité et besoin de... Parce que je trouve qu'on n'a pas trop répondu. Donc alors, qui est-ce qui veut... Monsieur Domas ?
Merci pour la question. Et Christophe après. Ça permet de rappeler que des outils comme ceux qu'on développe sont interopérables, bien entendu. Et interopérables avec tout dispositif connecté, sans avoir à privilégier telle ou telle marque. Deuxième chose, sur le bien-être, pour vous donner un exemple, sur l'outil qu'on développe, il y a 2700 signes cliniques à évaluer. Pratiquement 500 sont directement ou indirectement liés à la notion du comportement et du bien-être de l'animal. Christophe ? Alors, quand on parle de bien-être, je pense que si on pose la question à toutes les personnes qui sont dans la salle, ils vont avoir des critères totalement différents d'appréhender le bien-être. Alors, tout à l'heure, je parlais de socle commun, et l'objectif, il est bien là, c'est de regarder comment, en termes de bien-être animal, on peut avoir un socle commun dans les productions que l'on fait, pour que, à un moment, on fasse considérer qu'on a mis tous les moyens à disposition de l'animal pour qu'il soit dans des conditions de bien-être. Alors, c'est nombre de places en termes de couchage, les mètres carrés en termes de couchage, les points d'abreuvement, l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la propreté des litières. Voilà, plein d'indicateurs. Quand on parlait tout à l'heure d'indicateurs dans les bâtiments, oui, bah, c'est l'hygrométrie, la température, la ventilation, en termes d'ateliers spécialisés. Donc, et c'est vrai que le bien-être, et c'est aussi... le fait d'avoir ces indicateurs-là fait qu'il n'y a plus de subjectivité si c'est quelqu'un qui passe pour dire est-ce que votre animal est dans un état de bien-être satisfaisant ou pas. Ce sont des indicateurs. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure sur les capteurs qui captent le stress éventuellement. Voilà. Donc en fonction de ça, vous déterminez que l'animal est plutôt bien ou pas. Ou est-ce que s'il y a eu un stress, ben on arrive à expliquer la raison. Je vais rebondir sur l'exemple du pâturage. Le lait au pâturage. Alors, je pense que si on pose la question aussi dans la salle, c'est quoi pour vous le pâturage? Est-ce que c'est la vache qui sort dehors 4 heures par jour? Ou est-ce que c'est la vache qui doit sortir dehors pour manger de l'herbe une certaine quantité tant de temps par jour? Et le consommateur, il est un peu dans ce schéma-là aussi. Quand on lui dit vache au pâturage, à partir du moment où la vache, il la voit dehors, bah, il considère qu'elle est au pâturage. Alors que nous, quand on est très technique et très professionnel, on n'a peut-être pas cette définition-là. Donc, oui, le bien-être, c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui par la profession agricole, sur laquelle on travaille pour avoir des indicateurs qui soient des socles communs pour tout le monde, et qui soient des socles communs que l'ensemble du consommateur peut arriver à traduire de façon simple, sans rentrer, je m'excuse pour les 1300 indicateurs que vous avez, ou 2700, non mais sans rentrer dans quelque chose d'aussi... Ça vous fait une marge de progrès, hein, parce que je suis sûr que vous ne les aviez pas étudiés. Non, on a 5 thèmes avec 15 indicateurs, donc on n'est pas si loin que ça. Il y a un rapport de 1 à 100 quand même. Oui, non mais il faut que ce soit simple, lisible, compréhensible et facilement utilisable. Et vulgarisable. Et facilement utilisable par les agriculteurs aussi, parce que si on arrive à une machine à gaz, personne ne va vouloir rentrer dans le schéma. Guillaume. Pour compléter, ces interrogations-là, le client, le consommateur les demande également, et la capacité que l'on peut avoir à prouver que l'on respecte le bien-être animal est important. Nous, on a fait le choix de travailler avec des associations welfaristes, donc qui nous aident à aménager, à améliorer aussi bien le bien-être que la manière dont on le mesure. On a développé des petites applications. Par exemple, on a développé des applications sur les smartphones utilisées aussi bien, et c'est la même application qui est utilisée par l'agriculteur et par le technicien qui passe le voir sur l'exploitation, pour auditer en quelques dizaines de minutes et faire un état des lieux, une photo, un instant T, du bien-être animal et du respect de ce que l'on peut avoir. Et par exemple, que vous apporte l'association welfariste concrètement, vous avez un petit exemple qui fait que vous vous êtes dit oui, pourquoi pas, ça on peut le faire. Concrètement, elle apporte des normes, elle apporte des bonnes pratiques, elle apporte des observations au-delà de juste ce que l'on peut faire en France, puisque c'est le CIWF avec lequel on travaille sur ces sujets-là, donc au niveau international, et qui ont cette casquette d'aider les industriels, d'aider les producteurs agricoles à gagner
en maturité sur le bien-être animal. Donc ils vont nous apporter des points objectifs de contrôle et donc factualiser, objectiver un certain nombre de points importants. Ça peut être de la densité, ça peut être des pratiques, ça peut être des plans d'accès à l'eau. Et on arrive là aussi à quelque chose de simplement visualisable sur 5 axes, hein, les 5 axes du bien-être animal et les 5 libertés fondamentales de l'animal, et de mettre une grille en toile d'araignée en termes de représentation. Et ça de manière simple, utilisable. Un audit sur un bâtiment de volaille par exemple ou sur un bâtiment de porc va pas prendre plus de 40-45 minutes pour auditer son bâtiment et voir à un instant T quel est l'état du bien-être animal que l'on a aujourd'hui. Et ça, ensuite, ça se traduit en conseil à l'agriculteur, parce que vous avez aussi un rôle d'accompagnement des agriculteurs. Ça se traduit en conseil, bien évidemment, sur comment améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et de rentrer dans le plan de progrès. C'est pour ça que la notion de plan de progrès est importante. Et mesurer le bien-être animal à un instant T, quand on regarde sur les caractères de l'espèce et les caractères fondamentaux de l'espèce, quand on a un poulet, quand on ouvre la porte qui sauve et qui ne revient pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est pas qu'à un instant T. S'il sauve parce qu'il a peur de la porte et puis qu'au bout de 3 minutes il est revenu au pied et puis on l'a complètement intégré, ça veut dire qu'il est quand même en bonne, on va dire bien élevé, en tout cas dans les critères tels qu'ils sont mesurés. Donc on a réussi en partie, il y a encore pas mal de travail à faire, mais déjà à factualiser un certain nombre d'indicateurs qui permettent de le prouver et de le rendre accessible. Et si en plus on arrive à le rendre accessible jusqu'au consommateur final, on a potentiellement des vrais axes de différenciation sur les produits. Claire Manoli, pour compléter ? Pour compléter et répondre sur la prise en compte de la diversité des demandes, du coup, je parlerai peut-être pas de demandes de consommateurs pour moi, mais vraiment de demandes sociétales pour l'élevage. Mais là, alors c'est pour évoquer, parce que c'est ce que tu suggérais, Sébastien, des formes un petit peu extrêmes, on va dire, de demandes qui vont jusqu'à au fait de remettre en cause la consommation de produits animaux. Enfin voilà, moi c'est un petit peu ça que j'entends aussi derrière, c'est que quand on parle de plus en plus de l'animal machine et de ce que ça pose comme question à la société par rapport aux formes d'élevage qui se développent. Voilà, enfin, je pense que il y a une frange de population qui souhaite effectivement il peut y avoir l'arrêt des élevages parce que l'arrêt de la consommation de viande. Voilà, et puis du coup, après, sans aller jusqu'à l'arrêt de l'élevage, je pense qu'on peut voir des formes de demandes qui émergent où c'est vrai que le suivi d'indicateurs, ça ouvre un champ des possibles qui est énorme et qui est hyper intéressant et des améliorations très importante, mais on est aussi sur réfléchir à l'évolution des conditions de production. Et voilà, je pense à des initiatives comme par exemple des formes d'élevage sans abattage, ou alors le fait de penser l'animal dans le bien-être avec une vision de la naturalité. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver sur des systèmes assez extensifs, et le fait d'avoir une demande, alors qui peut être un peu une vision enchantée de l'élevage, mais je pense que ça fait quand même partie des choses qui bougent et qui se discutent en ce moment dans la société vis-à-vis de l'élevage. C'est de penser l'élevage aussi avec moins d'intervention, plus d'être le plus proche possible d'un milieu naturel. Et ça, c'est vrai que dans cette idée-là, peut-être que l'image d'un élevage avec beaucoup de capteurs, ça peut être quelque chose où il faut faire attention, en tout cas en termes d'image pour le consommateur, je pense. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là que l'élevage sans abattage, je ne sais pas si ça s'appelle encore de l'élevage, mais voilà, c'est une question. Ça peut concerner la production d'œufs ou de lait. Voilà. Oui. C'est des formes extrêmes, mais c'est des choses, à l'heure actuelle, l'Institut de l'élevage a travaillé sur des scénarios sur l'avenir de l'élevage, et ça fait partie des choses qui sont évoquées, quoi. Même si on est encore sur quelque chose... Nicolas Fortanet, quand on parle des attentes sociétales, en fait, on parle de tout, finalement, parce que ça va dans tous les sens. Qui on écoute pas. Est-ce que c'est une majorité? Enfin, ça pose des questions insondables. Oui, je pense que c'est extrêmement complexe en fait. Du coup, j'ai un peu de mal à répondre, mais je pense que le maître mot, à mon avis, je ne sais pas si c'est pour conclure ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cet enjeu de la diversification des modes de production et des systèmes agroalimentaires pour répondre à une diversité de demandes, quand bien même elles sont sociétales, du consommateur ou du marché. Je le répète encore une fois, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, quand on regarde ce qu'il y a dans un caddie, en dépit des controverses qu'on peut avoir, c'est évidemment pas 100% de produits premium. Donc, et évidemment, de la même manière que tu le disais, il y a vraiment tout cet enjeu-là. Donc,
comment on est capable d'avoir des transitions différentes, d'avoir des ponts entre des modèles de production et des systèmes agroalimentaires qui sont différents, avec des possibilités d'évolution, parce que vous évoquiez aussi les demandes qui ne peuvent pas être les mêmes, etc. Moi, je pense que un des grands enjeux, c'est la flexibilité, probablement, et interopérabilité, mais pas forcément des données, mais entre des systèmes de production. C'est un des vrais enjeux, à mon avis, pour l'avenir des productions agricoles. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir l'ensemble de nos intervenants pour cette séquence.